L'histoire s'ouvre sur une scène de désolation saisissante. Des cadavres monstrueux jonchent le sol à perte de vue, témoins silencieux d'une bataille d'une brutalité inouïe. Au milieu de ce carnage, une jeune fille se tient debout. Dans sa main, une dague pulse d'une aura vénéneuse, d'un autre monde. Elle s'adresse au protagoniste, sa voix empreinte d'un mélange troublant d'admiration et de cruauté, le déclarant véritablement spécial. Le protagoniste, brisé et en sang, repose sur les restes d'un monstre vaincu, son corps trempé de rouge. Son regard se lève vers celle qui lui parle, sa petite sœur. D'un ton froid, elle commente son exploit hors du commun. Malgré une espérance de vie limitée à 100 ans, il avait réussi l'impensable, s'approprier les runes des dieux anciens et exterminer la horde de monstres. Mais à présent, elle révèle sa véritable intention. Elle est venue prendre l'artefact qu'il a tant peiné à obtenir, l'œil du jugement. Malgré ses blessures atroces, le protagoniste l'affronte du regard, sa voix vacillant sous le poids de la trahison. Il exige de savoir pourquoi elle se retourne contre lui à un moment aussi crucial. Sa réponse est glaciale, empreinte d'un mépris sans équivoque. Elle lui dévoile une vérité qui le broie de l'intérieur. Il n'est pas son frère de sang, mais un simple enfant adopté. D'un sourire dédaigneux, elle balaie leur lien familial, affirmant qu'il n'a jamais eu le droit de se considérer comme son frère. Alors qu'elle parle, un homme blond s'avance lentement, Song Fei. Son ton est moqueur, mais d'un calme effrayant. Il adresse quelques mots à la petite sœur, feignant de la réprimander pour sa dureté, mais ses véritables intentions transparaissent. Il reconnaît la valeur du protagoniste, en particulier son amour inébranlable pour sa sœur. Un amour qu'ils ont exploité jusqu'au bout pour s'emparer de l'œil du jugement. Song Fei expose alors l'ampleur de leur tromperie. La dague que tenait la petite sœur, la dague du faucheur d'âme, avait été conçue pour drainer la force vitale du protagoniste. Tout cela n'avait été qu'un plan méticuleusement orchestré pour assurer leur victoire. La rage du protagoniste explose alors qu'il se remémore les sacrifices qu'il a consentis pour sa sœur. Depuis la mort de leurs parents, il avait endossé le rôle de protecteur, risquant sa vie à chaque instant, surtout après l'arrivée du jeu des dieux. Mais la rancune de sa sœur éclate. Elle l'accuse de l'avoir enfermée dans une cage, de lui avoir dicté chaque décision sous prétexte de la protéger. Elle admet que ses efforts leur avaient permis de survivre, mais désormais, ils n'avaient plus besoin de lui. L'œil du jugement était entre leurs mains. Ces mots sont une sentence cruelle, réduisant à néant toutes ces années de dévotion. Song Fei profite de l'instant. D'un mouvement vif, il fond sur le protagoniste, l'âme au clair, l'invitant à accepter son sort avec dignité. Il lui promet de prendre soin de sa sœur, mais le regard du protagoniste s'embrase d'une haine pure. Même en mourant, il ne leur pardonnera jamais. Mais avant qu'il ne puisse réagir, la lame de Song Fei s'abat, implacable. D'un seul coup net, elle tranche sa gorge. Son monde bascule. Alors que sa conscience s'efface, des pensées s'entrechoquent dans son esprit. Il pense à ce monde brisé par le jeu des dieux. En 2025, ce jeu oublié des anciens dieux s'était abattu sur l'humanité, plongeant d'innombrables innocents dans un cauchemar dès leur sommeil. Dans cette réalité pervertie, la vie elle-même était devenue une monnaie d'échange. Chaque mort coûtait des fragments d'existence. Tuer des monstres permettait de les récupérer. Les joueurs pouvaient extraire des compétences du jeu, puis les utiliser dans le monde réel en brûlant leur propre force vitale. Les plus puissants surpassaient les limites humaines. Ils écrasaient des chars à main nue, fendaient des avions d'un seul coup d'épée, résistaient même aux explosions nucléaires. Le chaos s'était répandu comme une traînée de poudre, et le protagoniste avait traversé cet enfer, survivant à l'indicible pour protéger sa sœur. Il avait gravi les échelons de ce monde impitoyable, se hissant parmi les 100 plus puissants, franchissant des obstacles insurmontables pour atteindre les ruines des dieux anciens et s'emparer de l'œil du jugement. Il était sur le point de toucher le sommet. Et il avait été trahi par la seule personne en qui il avait foi. Tout ce qu'il avait accompli, tout ce qu'il avait sacrifié, réduit à néant. Il n'avait été qu'un marchepied pour d'autres. Alors qu'il sombre dans l'obscurité, une seule pensée brûle encore en lui. Si une seconde chance lui était donnée, il ne vivrait plus pour les autres. Il vivrait pour lui-même. Soudain, la scène change. Le protagoniste se réveille dans son lit, son corps intact, mais son esprit désorienté. Il se demande s'il est réellement revenu dans le monde réel. D'un geste machinal, il attrape son téléphone et remarque la date, 2025. La réalisation le frappe de plein fouet. Il a été ramené 9 ans en arrière, au jour exact où le jeu des dieux a commencé. Fixant la fenêtre, il comprend immédiatement ce que cela signifie. Une seconde chance. Une opportunité de réécrire son destin. Le monde, encore inconscient du cataclysme à venir, continue de tourner paisiblement. Mais lui, il sait.
Cette fois, il ne sera pas un simple pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Cette fois, il vivra pour lui-même. Un peu plus tard, la quiétude de son matin est brutalement interrompue. La porte s'ouvre à la volée, fracassant le silence. Sa petite sœur surgit, le visage rouge de colère. Elle hurle, exigeant de savoir pourquoi il n'a pas répondu à ses appels. Le protagoniste, assis calmement avec une tasse de café à la main, reste impassible. Son expression est indéchiffrable. Mais son silence ne fait qu'attiser la rage de sa sœur. Furieuse, elle donne un coup de pied dans une poubelle, répandant son contenu sur le sol. Il l'observe sans réagir, son esprit voyageant ailleurs. Il se remémore le jour où le jeu oublié des dieux a commencé. Ce jour-là, il avait eu une violente dispute avec sa sœur, une dispute qui couvait depuis longtemps. La source de leur conflit? Song Fei. Cette idole adulée qui avait capturé le cœur de sa sœur. À ses yeux, Song Fei était une étoile intouchable, un modèle de perfection. Mais le protagoniste connaissait la vérité. Derrière son masque scintillant se cachait un être manipulateur, un prédateur exploitant ses fans pour leur argent, et pire encore. Déterminé à protéger sa sœur de cet homme, il lui avait interdit de s'en approcher. Mais au lieu de comprendre, elle l'avait accusé de vouloir contrôler sa vie, de lui dicter ses choix. Aujourd'hui, alors qu'elle continue de crier, elle le tient pour responsable de la chute de Song Fei dans les classements des idoles, parce qu'il a refusé de lui donner de l'argent pour le soutenir. Ces mots sont un mélange de colère aveugle et de caprice déplacé. Mais le protagoniste en a assez entendu. Sans un mot, il se lève. Son mouvement est rapide, précis. Une gifle retentit. L'impact est brutal. Sa sœur recule d'un pas, abasourdie. Ses yeux s'écarquillent sous le choc. Elle tremble, des larmes menaçant de couler tandis qu'elle balbutie, incrédule. « Comment oses-tu me frapper ?» Son regard croise celui de son frère, glacial, implacable. D'une voix tranchante, il lui répond qu'il n'a ni le temps ni l'envie de se disputer avec elle aujourd'hui. Mais si elle continue de hurler, il n'hésitera pas à la faire taire lui-même. Il plonge une main dans sa poche et en sort une carte de crédit dorée. Il la lance à ses pieds. « Tout l'argent que nos parents ont laissé pour toi est là. » Il lui explique qu'en 9 ans, malgré toutes les épreuves qu'il a traversées, il n'a jamais touché un seul centime de cette somme. Aujourd'hui, il lui rend tout, jusqu'au dernier sou. Alors qu'il s'apprête à quitter la pièce, il ajoute une dernière chose. « Pour le respect de nos parents, je ne te dirai pas comment dépenser cet argent. Mais écoute bien. » Il marque une pause, laissant chaque mot s'ancrer dans l'air. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma sœur. » Puis, sans un regard en arrière, il tourne les talons et referme la porte. Derrière lui, sa sœur s'effondre, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Seul dans sa chambre, le protagoniste laisse échapper un soupir. Dans sa vie passée, il avait sacrifié trop de choses pour elle. Par peur qu'elle ne se blesse, il avait évité d'explorer des lieux dangereux où se cachaient des trésors inestimables. Il avait renoncé à des opportunités de puissance et de croissance. Tout cela pour la protéger. Mais cette fois, les choses seront différentes. Mais à présent, alors qu'il s'apprête à prendre des somnifères pour entrer à nouveau dans le jeu, il ressent une étrange sensation de liberté. Il se demande jusqu'où il peut aller sans le fardeau de sa petite sœur qui le retient. Cette fois, il jure d'utiliser les connaissances de sa vie passée pour surpasser tous les autres, s'appropriant le pouvoir et les opportunités qu'il avait autrefois laissé filer. Quant à sa petite sœur, il décide de la laisser prouver sa valeur par elle-même. Elle devra affronter les dures réalités du monde sans son aide ni sa protection. Et pour ce qui est de Song Fia, l'homme qui avait orchestré sa trahison et sa chute dans sa vie précédente, son regard s'assombrit, empli de détermination. Il se promet de tuer Song Fia de ses propres mains, s'assurant que cet idole manipulateur paie pour ses crimes. La scène bascule alors vers un espace vaste et irréel. Une immense salle remplie de miroirs imposants, irradiant une lueur éthérée. Il explique qu'il se trouve dans le hall de la sélection des professions, un lieu crucial où les joueurs choisissent leur voie dans le jeu divin. Dans sa vie passée, il avait passé des heures ici, accablé par le doute et l'incertitude. Mais cette fois, fort de son expérience passée, il avance avec assurance et détermination. Il sait exactement ce dont il a besoin. Se remémorant ses choix d'antan, il se rappelle avoir sélectionné la classe de guerrier pour protéger sa petite sœur. Bien que cette classe ne soit pas faible, elle ne correspond plus à ses objectifs actuels. Sans personne à défendre, il comprend que la vitesse et la mobilité sont désormais essentielles. Avec cette idée en tête, il tend la main vers l'un des miroirs gigantesques et sélectionne la classe d'assassin. Dès que ses doigts effleurent la surface de verre, une lumière bleue éclatante enveloppe sa main et une fenêtre système apparaît devant lui.
Le système annonce que l'artefact, l'œil du jugement, lui est déjà lié et s'activera immédiatement. Derrière lui, un œil gigantesque venu d'un autre monde prend forme, son regard perçant et omnipotent. Une autre fenêtre système s'ouvre, révélant que le protagoniste possède des attributs uniques, la puissance du jugement et le passif de puissance. Le système précise que ces attributs lui confèrent des avantages inégalés. Dès son entrée dans le jeu divin, il recevra automatiquement la profession et les talents de la plus haute qualité, le plaçant bien au-dessus des joueurs ordinaires. Un sourire se dessine sur son visage alors qu'il contemple la puissance de l'œil du jugement. Il se demande si le lien entre l'artefact et lui a perduré même à travers sa réincarnation. Se pourrait-il que l'œil du jugement le reconnaisse réellement comme son maître? Si tel est le cas, alors personne d'autre ne pourra jamais s'en emparer, même s'il tentait de le voler, comme Song Fia et sa petite sœur l'avaient fait dans sa vie précédente. Il se demande même si l'œil du jugement n'est pas la véritable raison de sa renaissance, lui offrant cette seconde chance pour réécrire son destin. Soudain, une aura sombre et tourbillonnante commence à s'infiltrer dans son corps, le prenant au dépourvu. Le système le félicite, annonçant qu'il vient de débloquer une profession cachée. Le processus de transfert de classe débute, et l'aura obscure l'engloutit entièrement. Lorsqu'elle se dissipe, il réapparaît transformé. Ses cheveux noirs sont désormais d'un blanc éclatant, et une aura écrasante émane de lui, révélant sa nouvelle puissance. Le système l'informe qu'il est devenu un ombrediste, une classe d'assassins de haut niveau, bien supérieure à celle de guerrier qu'il avait choisie dans sa vie précédente. Il explique que la classe ombre confère une puissance immense dès son obtention, ce qui en fait une profession rare et convoitée. Il passe une main sur son visage, réfléchissant à cette chance inouïe, ou peut-être à ce destin qui l'a conduit jusqu'ici. Lors du choix d'une profession, il y a toujours une faible probabilité d'obtenir une classe cachée. Mais grâce à sa compétence autorité du jugement, cette probabilité infime s'est transformée en certitude. Le système détaille alors certaines des capacités accordées par l'œil du jugement. La première est l'autorité du jugement, décrite comme l'autorité la plus ancienne et primordiale de l'univers. Elle transcende les règles et l'ordre qui régissent la réalité elle-même. Toutefois, le système précise que, dépourvu de divinité, le protagoniste ne peut pas en exercer pleinement le pouvoir. Pourtant, ses effets passifs restent actifs, lui conférant un avantage extraordinaire. Le protagoniste est visiblement surpris par cette révélation. Dans sa vie passée, l'humanité n'avait découvert l'existence du pouvoir d'ordre astérisque qu'à la 7e année du jeu des dieux. À l'époque, un individu puissant avait réussi à s'échapper du monde du jeu pour atteindre la terre de l'ordre, révélant ainsi l'existence de cette force transcendante. Pourtant, malgré des années d'efforts, personne n'avait jamais réussi à l'obtenir. À présent, le protagoniste comprend qu'il détient l'autorité originelle, capable d'annuler les règles et l'ordre, un pouvoir susceptible de remodeler la structure même de la réalité. Son expression se durcit alors qu'il réalise que ses ambitions dépassent désormais la simple vengeance. S'il parvient à échapper au jeu des dieux et à atteindre la terre de l'ordre, obtenant la divinité au passage, il pourra alors activer pleinement l'autorité du jugement. Soudain, un écran du système apparaît devant lui, affichant un texte lumineux lui demandant d'entrer un pseudonyme sous lequel il sera connu dans le jeu. Après un instant de réflexion, il choisit un nom qui reflète son ombre naissante. Un choix approprié, pense-t-il, étant donné que sa profession est née des ténèbres elles-mêmes. Lorsqu'il valide son nom, le système l'accepte aussitôt, et une aura sombre commence à tourbillonner autour de lui. Le système annonce alors qu'il est sur le point d'entrer dans le monde du jeu, une terre abandonnée par les dieux. Le système décrit ensuite la dure réalité de ce monde, une terre ravagée où d'innombrables monstres sèment le chaos. Il le met en garde. Ces créatures sont implacables et ne reculeront devant rien pour le déchirer et lui voler sa vie. Il lui explique également qu'une fois sorti de la ville de départ et engagé dans l'abattage des monstres, il pourra obtenir de la vie échangeable, une ressource précieuse. Cependant, la mort dans le jeu a un prix élevé. En cas de chute, la moitié de sa vie, qu'elle soit échangeable ou non, sera déduite. Les enjeux sont colossaux, mais le protagoniste ne se laisse pas intimider. La scène bascule alors sur son arrivée dans le village de départ, un endroit nommé Shelltown. Le système précise qu'il s'agit d'une zone de paix, un sanctuaire où les monstres ne peuvent pénétrer et où les joueurs sont interdits de s'attaquer les uns aux autres. Ici, la perte de vie est minimale, fixée à un taux de 1 pour 1. Le protagoniste observe son environnement, notant le chaos ambiant. Tout autour de lui,
D'autres joueurs fraîchement aspirés dans le jeu tentent désespérément de comprendre leur situation. Il les entend murmurer, perplexes, se demandant comment ils ont atterri ici. Beaucoup se souviennent s'être simplement endormis avant de se réveiller dans le hall de sélection des professions, inconscients du cauchemar qui les attendait. Lui, en revanche, reste concentré. Il scrute la foule, notant la rapidité avec laquelle le jeu a attiré une multitude de personnes. Il sait que bientôt des individus puissants émergeront, cherchant à remodeler ce monde à leur image. S'il veut garder une longueur d'avance, il doit agir vite. Tandis qu'il avance dans la ville, son apparence attire immédiatement l'attention. Son équipement sur mesure et l'aura obscure qui l'entoure le distinguent nettement des autres joueurs. Des murmures parcourent la foule alors que certains spéculent sur sa profession. Un joueur, un assassin comme lui, reconnaît la dague à sa ceinture, mais reste stupéfait par l'écart flagrant entre eux. Alors que lui-même ne dégage aucune présence particulière, le protagoniste, lui, exsude un pouvoir et une aura de mystère. Le contraste est saisissant, et il ne fait qu'attiser davantage la curiosité des joueurs autour de lui. Tandis que le protagoniste se dirige vers la sortie du village, un groupe de joueurs réapparaît soudain devant lui, leur visage livide et secoué. Il semble que la mort dans ce jeu ne signifie pas une fin définitive. Les joueurs sont simplement renvoyés en sécurité à Shelltown. Le groupe se compose de 3 hommes et d'une femme, leur frustration palpable alors qu'ils se plaignent de leur récente rencontre avec un monstre rampant de niveau 1. L'un des hommes fulmine, expliquant qu'une simple morsure de la créature lui a coûté la moitié de sa vie, tandis qu'un autre peste contre le fait que tous leurs efforts combinés n'ont réussi qu'à entamer un tiers des points de vie du monstre. Le 3e homme, lui, semble complètement abattu, sa vie désormais réduite de moitié, sa confiance en lambeaux. Tout se tourne vers la femme qui semble être leur chef attendant ses instructions. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son regard croise celui du protagoniste. Il l'observe à son tour avec un regard aiguisé. Contrairement aux autres, elle manie un arc long au lieu du modèle standard, un arc court, distribué aux archers. Ce détail ne lui échappe pas, et il en déduit qu'elle possède sans doute une classe cachée, un atout rare et puissant. Intriguée par la présence imposante du protagoniste et son équipement inhabituel, la femme s'approche de lui avec une proposition. Elle suggère qu'ils fassent équipe, arguant que les monstres à l'extérieur sont bien trop puissants pour être affrontés seuls. Son groupe a déjà affronté une créature, bien que sans succès, et possède donc un minimum d'expérience à partager. Le protagoniste, cependant, ne peut s'empêcher de sourire intérieurement face à son raisonnement. La seule expérience que ce groupe possède, pense-t-il, c'est celle de mourir. Poliment, mais fermement, il refuse son offre, déclarant qu'il préfère travailler seul. Son refus laisse la femme interdite, tandis que les hommes de son groupe commencent à murmurer entre eux. Ils remettent en question son arrogance, se demandant comment quelqu'un peut croire être capable d'affronter les monstres seuls, alors qu'eux-mêmes, à 4, n'ont même pas tenu tête à l'un d'entre eux. Malgré leur scepticisme, la femme sent qu'il y a plus chez le protagoniste, qu'il ne le laisse paraître. Déterminée à percer son mystère, elle décide de consulter sa fenêtre de statut. Ses yeux s'écarquillent en lisant son pseudonyme, Shadow. Elle ricane, trouvant ce nom prétentieux, mais elle ne peut se défaire de l'impression qu'il cache quelque chose de significatif. Se tournant vers son groupe, elle annonce qu'ils suivront le protagoniste pour observer ses compétences. Peut-être, suppose-t-elle, a-t-il découvert des informations précieuses sur les monstres et les garde pour lui. Avec un sourire carnassier, elle ajoute qu'elle a hâte de voir comment il va s'en sortir ou comment il va tomber. Alors que le protagoniste avance d'un pas assuré vers la sortie de Shelltown, la jeune femme blonde et ses compagnons se mettent à le suivre, leurs mouvements prudents et mesurés. Cachés derrière un arbre, leur regard reste fixé sur sa silhouette qui s'éloigne. La blonde, la voix teintée de frustration, murmure à son équipe à quel point ce monde, abandonné des dieux, est étrange et dangereux. Elle admet qu'elle ne comprend pas totalement pourquoi ils ont été entraînés dans ce cauchemar. Mais en tant que joueuse chevronnée de jeux en ligne, elle a rapidement formé une équipe pour affronter les défis qui les attendent. Pourtant, même avec son expérience, elle n'avait pas anticipé à quel point ce jeu les humilierait. Le tout premier monstre qu'ils ont rencontré à l'extérieur du village des débutants les a purement et simplement annihilés. Un rappel brutal de leur manque de préparation. Elle en conclut qu'une telle créature dépasse largement les capacités d'un joueur de niveau 1. Pendant ce temps, les 2 hommes de son équipe ne peuvent s'empêcher de spéculer sur le protagoniste. L'un d'eux, un assassin comme lui, souligne les différences flagrantes entre eux. Là où lui utilise une dague standard,
Le protagoniste porte une épée courte, une arme qui dégage une aura de danger mortel. Il remarque également que la vitesse du protagoniste est nettement supérieure à la sienne et que ses vêtements, contrairement aux équipements classiques, semblent avoir été conçus sur mesure, irradiant une puissance indéniable. La blonde, attentive à ces détails, ne peut se défaire de l'idée que cet homme est une anomalie. En silence, elle prend la décision de continuer à le suivre, espérant glaner des informations précieuses qui pourraient donner un avantage à son équipe. Cependant, alors qu'elle s'apprête à faire signe à son groupe d'avancer, le protagoniste s'arrête brusquement et jette un regard par-dessus son épaule. La jeune femme se fige. Son cœur s'emballe. L'a-t-il repéré? Avant qu'elle ne puisse réagir, il active une compétence. Image latente. Une aura sombre enveloppe son corps et, en un instant, il disparaît, comme s'il n'avait jamais été là. Le groupe reste figé dans un silence abasourdi, peinant à comprendre ce qu'ils viennent de voir. L'assassin est le premier à reprendre ses esprits. Il explique que le protagoniste a dû utiliser la compétence furtivité, une capacité de base des assassins. Pourtant, même lui doit admettre que la version du protagoniste est bien plus impressionnante que tout ce qu'il a vu jusqu'ici. La blonde, ébranlée mais déterminée, conclut qu'il n'est plus envisageable de le suivre. Elle suggère à son équipe de retourner à la ville de départ pour se regrouper et explorer d'autres moyens de monter en niveau. Elle leur rappelle que s'aventurer hors du village des débutants est bien trop dangereux, surtout maintenant que leur espérance de vie a déjà été réduite de moitié après leur première mort. Les hommes acquiescent, spéculant sur le fait que la ville pourrait receler des récompenses cachées, comme des coffres au trésor ou des PNJ détenant des informations précieuses. Ils s'accrochent à l'espoir qu'il existe encore un moyen de devenir plus puissant sans avoir à risquer leur vie davantage. Pendant ce temps, le système fournit une explication sur la compétence que le protagoniste vient d'utiliser. Image latente permet à son utilisateur d'entrer dans un état d'invisibilité, le rendant indétectable aussi bien par ses ennemis que par ses alliés. Tant qu'il est invisible, sa première attaque après être sorti de l'ombre est considérablement plus puissante. De plus, la compétence maîtrise de l'invisibilité double la durée de cette invisibilité et augmente son niveau de furtivité d'un rang. Le protagoniste est agréablement surpris par l'efficacité de ses capacités de classe d'ombre. Contrairement aux assassins ordinaires, dont la furtivité peut être facilement détectée dès le premier niveau, ses compétences uniques lui assurent une disparition totale. Ni les joueurs ni les monstres ne peuvent percevoir sa présence à ce stade précoce du jeu. Alors qu'il s'éloigne de la fille blonde et de son équipe, il les balaie mentalement d'un regard méprisant, les considérant comme de simples naïfs. Il sait que la ville de départ n'offre aucun raccourci vers la puissance. Ce n'est rien d'autre qu'un refuge temporaire, un sanctuaire illusoire dans un monde où les faibles ne sont que du gibier pour les monstres. Son objectif demeure inchangé. Il poursuit son chemin, son invisibilité finissant par se dissiper. Il remarque que bien que la durée de la compétence soit courte, son temps de rechargement commence dès son activation, lui permettant de disparaître à nouveau en quelques secondes seulement. Une interface système s'ouvre devant lui, affichant son statut actuel. Son pseudonyme, Shadow, et sa classe, Ombre, sont mis en avant. Au niveau 1, il possède une durée de vie non échangeable de 75 ans et une durée de vie échangeable de 0 ans. Ses attributs sont les suivants. Force à 10 points avec un bonus de 3, Constitution à 10 points avec un bonus de 3, Agilité à 10 points avec un bonus de 8 et Esprit à 10 points avec un bonus de 5. Le protagoniste explique que chaque joueur commence avec 10 points dans chaque attribut, les points bonus étant attribués en fonction de la classe choisie. Dans sa vie passée, en tant que guerrier, il ne recevait que 3 points de bonus en force et en constitution. Cette fois, cependant, la classe Ombre lui accorde des bonus sur tous les attributs, avec une augmentation particulièrement marquée de 8 points en agilité. Une nouvelle fenêtre du système apparaît, lui indiquant qu'il dispose de 5 points d'attributs à répartir. Il prend un instant pour réfléchir à ses options. Il sait que de nombreux joueurs privilégient la force ou l'esprit au départ, espérant ainsi renforcer leur puissance physique ou magique. Pourtant, il rejette cette approche comme fondamentalement erronée. Dans un monde où une seule attaque de monstre peut être fatale, la puissance brute ne vaut rien sans la rapidité nécessaire pour esquiver. Fort de cette certitude, il attribue ses 5 points à l'agilité, la portant ainsi à 10 points, avec un total de 13 en comptant le bonus. Le système valide la répartition et le protagoniste ressent une satisfaction immédiate.
Il explique que l'agilité est la clé de la survie au premier stade du jeu. Peu importe les investissements en force ou en esprit, un seul coup peut signifier la mort. En maximisant sa vitesse, il pourra surpasser ses ennemis et frapper sans jamais être touché. Alors qu'il progresse, ses sens aiguisés captent un bruit sourd, guttural. Il s'immobilise, son regard se rétrécissant alors qu'il scrute la zone devant lui. Là, tapis dans l'ombre, une créature grotesque l'attend. Un rampant de niveau 1, classé comme monstre normal par le système. Son corps déformé et les sons étranges qu'il émet créent une atmosphère glaçante, mais le protagoniste reste imperturbable. Il reconnaît cette créature. C'est la même qui a décimé l'équipe de la fille blonde un peu plus tôt. Les blessures qu'elle arbore témoignent de leur combat désespéré, des cicatrices laissées par une résistance vaine. Le rampant, détectant la présence du protagoniste, bondit vers lui dans un grondement rauque. Mais le protagoniste ne bronche pas. Il esquive l'attaque avec une aisance déconcertante, ses mouvements fluides et précis. Tout en évitant le coup, il explique que ces créatures sont réputées pour leur faim insatiable de force vitale. Lorsqu'elles tuent un joueur, elles absorbent les années de vie de leurs victimes, les utilisant pour gagner en puissance et évoluer. Les blessures qui marquent le corps de cette créature rampante témoignent de la bravoure avec laquelle l'équipe de la fille blonde s'est battue. Mais leurs efforts n'ont fait que retarder l'inévitable. D'un simple mouvement du poignet, le protagoniste dégaine son épée courte. Une aura sombre émane de son corps, tandis que ses yeux s'illuminent d'un rouge menaçant. Il vient d'activer sa compétence d'image latente. En un instant, il disparaît. La créature, déconcertée, tourne frénétiquement la tête à la recherche de sa proie insaisissable. Mais elle ignore que son ennemi est déjà au-dessus d'elle, prêt à frapper. Il désactive son invisibilité au moment exact où il plonge. Sa lame fend dans l'air avec une précision mortelle. Cette technique, connue sous le nom de frappe pour briser l'invisibilité, exploite la puissance d'attaque amplifiée par sa compétence d'image latente, infligeant un coup dévastateur. Le système confirme immédiatement la réussite de son attaque. Un cri retentit tandis que les dégâts apparaissent. Un chiffre stupéfiant de 174 points. La créature rampante de niveau 1 s'effondre avant de se dissoudre en énergie. Le protagoniste gagne 10 points d'expérience, mais même lui reste un instant interloqué par l'ampleur des dégâts qu'il vient de causer. Il s'attendait à une frappe puissante, mais une telle destruction dépasse largement ses prévisions. Le système lui explique que sa compétence attaque dans l'ombre a joué un rôle crucial. Lorsqu'il frappe un ennemi hors de son champ de vision, les dégâts sont doublés. Une mécanique qui fait de lui un véritable prédateur. Alors qu'il assimile la portée de cette compétence, des souvenirs de son ancienne vie refont surface. Il se rappelle les combats acharnés qu'il a menés en tant que guerrier, où un coup critique infligeait à peine 40 points de dégâts. Abattre une seule créature rampante relevait de l'exploit, le laissant épuisé et couvert de blessures. À l'époque, son unique priorité était de protéger sa petite sœur, sacrifiant sa propre progression pour assurer sa sécurité. Il lui avait laissé la plus grande part des récompenses, se condamnant ainsi à rester perpétuellement sous-puissant. Mais aujourd'hui, tout a changé. Désormais, il se bat pour lui-même, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Le système l'informe de ses récompenses. 3 jours de vie échangeables et une durée stupéfiante de 54 ans et 155 jours de vie non échangeables. Le protagoniste écrase l'énergie du monstre dans sa main, savourant la montée de puissance qui l'envahit. Mais les récompenses ne s'arrêtent pas là. Une nouvelle fenêtre s'affiche, annonçant l'activation de l'autorité du jugement. Le système le félicite. Il vient d'obtenir le talent Évolution Infinie, une capacité aussi rare que redoutable. Ce talent lui permet d'accumuler des points d'évolution en éliminant des monstres en mode solo, qu'il pourra utiliser pour améliorer ses compétences. De plus, il recevra automatiquement 5 points d'évolution toutes les 24 heures, avec la possibilité d'en gagner 100% sur les boss vaincus en solitaire. Actuellement, 5 points d'évolution sont déjà à sa disposition. Alors que le protagoniste assimile les informations du système, une pensée lui traverse l'esprit. Son aptitude d'évolution infinie pourrait-elle améliorer ses compétences existantes? Dans sa vie passée, une telle idée était inconcevable. Qu'il s'agisse d'un équipement ou d'un livre de compétences, peu importait la rareté de l'objet obtenu sur un monstre, il restait toujours à son niveau d'origine. C'était la règle fondamentale du jeu. Pourtant, cette aptitude d'évolution infinie brisait ses principes mêmes, transcendait les limites établies. Le simple potentiel d'une telle capacité éveillait sa curiosité. Désireux d'en explorer les possibilités,
Il sélectionne deux de ses compétences actuelles, coup de poignard et sa profession ombre, afin de les faire évoluer. À l'instant où il valide son choix, une notification du système apparaît devant lui, confirmant la consommation de 4 points d'évolution et l'amélioration réussie de ses capacités. La première amélioration concerne sa profession d'ombre. Désormais élevé au rang de compétence de bronze, les changements sont spectaculaires. Il peut désormais entrer en mode furtif pendant 12 à 16 secondes, devenant totalement invisible, même en attaquant. De plus, la puissance de l'attaque qui met fin à son invisibilité passe de 60 à 80, tandis que le temps de recharge est réduit de 28 à 26 secondes. Ensuite, sa compétence de départ, coup de poignard, passe de médiocre à normal. Son effet passif augmente désormais les dégâts de 15% lorsqu'il frappe un ennemi par derrière ou en dehors de son champ de vision, contre 10% auparavant. En réalisant l'ampleur de ces améliorations, il remarque que la durée de sa compétence latente, ombre, atteint désormais 16 secondes. Lorsqu'il la combine avec l'effet de maîtrise de l'invisibilité, cette durée est pratiquement doublée, atteignant 32 secondes, lui permettant ainsi de maintenir une furtivité quasi permanente. S'il avait eu cette amélioration plus tôt, pense-t-il, même un rôdeur en pleine santé aurait pu être éliminé en un seul coup. Ses pensées sont brusquement interrompues par une voix moqueuse. Un inconnu ricane à l'idée qu'un gringalet comme lui puisse tuer un monstre en solo. Se tournant vers la source de cette raillerie, il aperçoit deux individus. Un homme à la carrure imposante qui tente d'impressionner une fille. Cette dernière l'appelle Gangxi et le couvre d'éloges, affirmant avec assurance qu'avec sa musculature, il pourrait facilement affronter au moins 10 monstres en même temps. Gangxi, hilar, la rassure en déclarant qu'avec lui, elle n'a rien à craindre. En observant leur échange, le protagoniste perçoit un détail troublant. Une ombre s'étend au-dessus d'eux. Son regard se porte sur la cime de l'arbre où ils se tiennent. Une gigantesque créature arachnide est tapie, prête à frapper. Ignorant totalement le danger imminent, Gangxi se tourne vers le protagoniste et lui fait une offre. Il devrait les rejoindre, car lui, Gangxi, saura le protéger. Mais le protagoniste est déjà en mouvement. Il a immédiatement reconnu la créature, une infirmière. Sans la moindre hésitation, il active sa compétence image latente et disparaît dans l'ombre. La fille émet un cri de surprise, pointant du doigt l'endroit où il se trouvait quelques instants plus tôt. Gangxi, méprisant, hausse les épaules avec un sourire suffisant. Selon lui, ce faible a simplement pris la fuite, terrorisé par sa seule présence. Son arrogance ne dure pas. Avant qu'il ne puisse réagir, l'énorme araignée fond sur eux, accompagnée d'une seconde plus petite. Lorsqu'il réalise le danger, il est déjà trop tard. Les créatures frappent sans pitié, les écrasant en un instant. Le système identifie alors leurs assaillants. L'eau infirmière, un boss de niveau 1 classé bronze, et son compagnon, une araignée juvénile, une créature de niveau 1 de rareté commune. À quelques mètres de là, toujours dissimulé dans l'ombre, le protagoniste analyse calmement la situation. L'infirmière est un adversaire redoutable, doté d'environ 1600 points de vie, bien au-delà des capacités d'un débutant. Pire encore, elle contrôle une horde entière de petites araignées. Mais pour lui, c'est une opportunité parfaite pour tester ses nouvelles compétences. Sans la moindre hésitation, il se jette sur l'infirmière, déclenchant une attaque conçue pour briser son invisibilité et maximiser ses dégâts. Sa lame frappe juste, et la créature recule sous l'impact, une plaie béante laissant s'écouler un flot de sang. En représailles, l'araignée riposte d'un coup puissant. Le protagoniste esquive d'un mouvement fluide, glissant sous ses pattes pour éviter l'impact. Sans perdre une seconde, il réactive image latente et disparaît à nouveau dans les ombres. Une notification du système apparaît, 338 points de dégâts infligés. Un coup solide, mais encore insuffisant face à un tel monstre. Un autre message signale qu'il a subi 9 points de dégâts. Une blessure minime, compte tenu de son agilité. Avec seulement 130 points de vie, il sait qu'un affrontement direct serait suicidaire. Mais au fond de lui, il ne peut s'empêcher d'être fasciné par la puissance brute de son attaque améliorée. Infliger plus de 300 points de dégâts en un seul coup procure une sensation grisante. Frustré par cette menace invisible, l'infirmière explose de rage, déchaînant une furie aveugle sur son environnement dans une tentative désespérée de riposter. Le protagoniste observe, pleinement conscient que ces créatures ne sont pas dénuées d'intelligence. Elles s'adaptent, elles ripostent. Le combat est loin d'être terminé. Mais il est plus que prêt à découvrir jusqu'où sa nouvelle puissance peut l'emmener. Très vite, il réalise que l'infirmière attaque dans toutes les directions, rendant toute approche directe trop risquée.
Avec l'araignée bébé également en état d'alerte, une attaque frontale est hors de question. Il décide alors d'essayer une autre approche. Alors que l'infirmière s'apprête à fuir en lançant sa toile, un rocher fendu fend l'air et vient s'écraser contre son abdomen, y creusant un trou béant. Une notification du système confirme que l'attaque a infligé 299 points de dégâts. Le protagoniste détaille sa stratégie, exploitant le bonus de dégâts déclenché par la rupture de son invisibilité, combiné à l'amélioration de ses compétences. Le système considérant les projectiles comme des attaques légitimes, chaque pierre qu'il lance est aussi efficace qu'un coup direct. Sans hésiter, il enchaîne avec un nouveau jet, convaincu que dès que son talent d'image latente sera rechargé, il pourra reproduire cette technique indéfiniment. Le système valide une nouvelle frappe, infligeant cette fois 279 points de dégâts. Répétant cette tactique sans relâche, il affaiblit méthodiquement l'infirmière. Peu après, une annonce retentit dans le village de départ, Shelltown. Le classement vient d'être mis à jour. Le système annonce qu'un joueur nommé Shadow a terrassé l'infirmière, un monstre de rang bronze, devenant ainsi le premier joueur à atteindre le niveau 2. Son nom s'affiche dans tout le village, marquant officiellement l'ouverture du classement de Shelltown. L'incrédulité gagne les autres joueurs. Nombre d'entre eux se rappellent avoir été massacrés par l'infirmière à maintes reprises, rendant inconcevable qu'un seul joueur ait pu la vaincre en solitaire. Très vite, les murmures se propagent, chacun cherchant à en savoir plus sur ce mystérieux Shadow. Certains crient à la tricherie, tandis que d'autres restent figés devant le classement, stupéfaits de n'y voir qu'un seul nom inscrit. Parmi les spectateurs ébahis se trouve la jeune fille blonde aperçue plus tôt, accompagnée de son équipe. Elle peine à comprendre comment un joueur de niveau 1 a pu vaincre seul un monstre de niveau boss. Même les monstres ordinaires leur donnent du fil à retordre et pourtant Shadow a triomphé d'une créature de rang bronze. Le doute s'immisce en elle. Une erreur du système? Gangzi et son compagnon, qui ont eux-mêmes succombé face à l'infirmière, sont tout aussi sidérés. Comment quelqu'un a-t-il pu venir à bout de cette immense araignée tout en gérant son essaim de subordonnés? Soudain, un souvenir refait surface dans l'esprit de la jeune fille. Cette silhouette encapuchonnée qu'ils avaient négligée un peu plus tôt. Se pourrait-il que Shadow, ce soit lui? De son côté, le protagoniste voit apparaître une nouvelle notification du système, confirmant officiellement sa victoire. Il a gagné 300 points d'expérience, atteint le niveau 2 et obtenu 2 points d'évolution. De plus, il a débloqué le classement de niveau de Shelltown et reçu 1 point de réputation. Tout le village est désormais au courant de son exploit. Tandis que le corps de l'infirmière se dissout en énergie, il constate que l'élimination du boss provoque la fuite des araignées restantes, terrorisées. Un léger regret l'envahit. En les laissant s'échapper, il a manqué une précieuse opportunité d'expérience. Une nouvelle notification lui révèle ses récompenses. 46 jours de vie transférables. Un livre de compétences de rang bronze intitulé « Main de l'avarice », ainsi qu'une dague de corrosion, une arme de rang bronze augmentant la puissance d'attaque de 35 points et l'agilité de 4 points. Il gagne également 2 points d'évolution supplémentaires. Intrigué par la main de l'avarice, il se concentre sur le livre de compétences. Le système lui fournit une explication. Il s'agit d'une capacité exclusive aux assassins, permettant d'extraire un butin supplémentaire des cadavres de monstres avec un taux de réussite de 20%. Seule condition, être au moins niveau 1. Il contemple sa chance inespérée. Qui aurait cru qu'un boss de rang bronze puisse lâcher une compétence aussi rare et précieuse? Cette capacité pourrait considérablement accélérer son acquisition d'équipement. Il se remémore un joueur de sa vie passée, God of Sin. Malgré des compétences de combat médiocres, il était devenu une figure légendaire grâce à la main de l'avarice seule. Son influence avait grandi au point qu'il bénéficiait d'une garde du corps personnelle. Une idée soudaine traverse l'esprit du protagoniste. Si la main de l'avarice offre un taux de réussite de 20%, que se passerait-il s'il la combinait avec son talent d'évolution infini? Théoriquement, il pourrait non seulement améliorer ses chances, mais aussi accroître la quantité de butin obtenu. Cette perspective l'enthousiasme. La scène bascule soudainement dans le monde réel, où des étudiants se dirigent vers leur école. Parmi eux se trouve la sœur cadette du protagoniste et son amie. Tandis qu'elles marchent ensemble, l'amie l'encourage à appeler son frère et à s'excuser. Elle lui rappelle qu'elles ont séché un examen important la veille pour soutenir Song Fei en secret et que son frère doit être furieux. Mais la sœur balaye cette idée d'un revers de main.
Selon elle, elle n'a rien fait de mal et ne voit aucune raison de s'excuser. À ses yeux, c'est plutôt l'intervention de son frère qui leur a fait manquer l'heure d'entrée de Song Fei. S'il y a bien une personne qui devrait s'excuser, c'est lui. Son ami tente de la raisonner, soulignant à quel point son frère a toujours été bon avec elle. Elle va même jusqu'à avouer qu'elle a envie d'avoir un frère aussi attentionné. Mais la sœur, froide, lui ordonne d'arrêter de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Elle lâche alors sèchement qu'il n'est même pas son véritable frère. Pour elle, elle n'a qu'un seul frère, Song Fei. Lorsqu'elles arrivent à l'école, un brouhaha attire leur attention. Dans leur classe, un attroupement s'est formé autour d'un bureau, des murmures inquiets s'élevant parmi les élèves. Intriguées, elles s'approchent et découvrent une scène troublante. Un de leurs camarades, Zhang Wei, est affalé sur son bureau, son corps disparaissant lentement. La panique s'installe lorsqu'une fille, bouleversée, demande ce qui lui arrive. Un autre élève explique que quelques instants plus tôt, Zhang Wei a simplement dit qu'il voulait faire une sieste, et puis il a commencé à s'effacer. Les chuchotements se propagent, tandis que certains révèlent que Zhang Wei n'est pas le seul à être touché. Sur les réseaux sociaux, des cas similaires affluent du monde entier. Les rapports indiquent que les personnes qui s'endorment entrent dans un état illusoire translucide, mais personne ne sait pourquoi. La peur gagne les élèves lorsqu'une fille sort précipitamment son téléphone, décidée à prévenir ses parents. Elle presse la sœur du protagoniste de faire de même et d'avertir son frère. Mais cette dernière, toujours rongée par la rancune, refuse obstinément. Elle s'écrie avec colère qu'elle n'a aucune intention de le contacter. Elle affirme même qu'elle le déteste et que le monde se porterait mieux s'il était mort. Pendant ce temps, dans le monde du jeu, le système confirme l'évolution de Main de l'Avarice. L'aptitude est passée du rang bronze au rang or. Désormais, le taux de réussite pour obtenir du butin supplémentaire est passé de 20 à 70%. Une nouvelle notification apparaît. Le protagoniste a officiellement maîtrisé Main de l'Avarice et a obtenu 2 points d'évolution supplémentaires, ainsi que 46 jours de vie transférables. Il ne peut s'empêcher d'être impressionné par sa propre chance. Non seulement il a gagné des points d'évolution en plus, mais il ne lui manque plus qu'un point pour améliorer Main de l'Avarice une nouvelle fois. S'il atteint 3 points d'évolution, il pourra porter la compétence à son niveau maximal, garantissant un taux de butin supplémentaire de 100%. Rien que cette idée lui fait monter l'adrénaline. Son ascension vers la puissance s'accélère bien plus vite qu'il ne l'avait espéré. Activant sa compétence image latente, il disparaît dans l'ombre. Ses pensées s'emballent. À présent, chaque pays dans le monde doit avoir pris conscience de ce phénomène étrange. Des gens s'endorment et ne se réveillent jamais. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'une vague massive de joueurs ne rejoigne le jeu, et il doit prendre de l'avance. Son objectif immédiat, sécuriser un meilleur équipement avant que la concurrence ne le rattrape. Une notification du système confirme qu'il a équipé la dague corrodée, une arme de rang bronze qui augmente sa puissance d'attaque de 34 points et son agilité de 4 points. Un sourire effleure ses lèvres. Bientôt, les gens comprendront que les compétences et l'équipement du jeu peuvent être extraits dans la réalité. Et lorsque cela arrivera, le monde sombrera dans le chaos. Il se remémore les conditions d'extraction, atteindre le niveau 10 et accumuler suffisamment de vie transférable. Jetant un œil à sa fenêtre de statut, il réalise que tuer des monstres ordinaires ne suffira pas. Le processus est bien trop lent. S'il veut vraiment accélérer son ascension, il doit traquer des boss plus puissants. Soudain, des bruits de combat résonnent au loin. Guidé par le tumulte, il s'approche du bord d'une falaise et scrute le champ de bataille en contrebas. Un groupe de joueurs affronte un monstre de niveau 2, un coureur, une créature de rang bronze qui semble les submerger. Un sourire en coin étire ses lèvres. Alors qu'il commençait à perdre sa concentration, une opportunité s'offre à lui sur un plateau. Son regard s'aiguise lorsqu'il reconnaît l'un des combattants, Wang Meng. Il ne s'attendait pas à le trouver ici, mais les rumeurs à son sujet semblent contenir une part de vérité. D'après les spéculations, lorsque Wang Meng est entré pour la première fois dans le jeu oublié des dieux, il a rassemblé une équipe de 6 joueurs, chacun possédant une profession cachée. Alors que le combat fait rage, Wang Meng active sa compétence barrière sacrée, invoquant un bouclier doré pour se protéger des assauts incessants du coureur. Le protagoniste observe en silence, notant que la profession cachée de Wang Meng, guerrier au bouclier sacré, lui confère des attributs de base 2 fois supérieurs à ceux d'un guerrier ordinaire, ainsi qu'une compétence d'invincibilité. La scène change lorsqu'une mage aux cheveux rouges s'avance,
canalisant un puissant sort de boule de feu. Le projectile frappe le coureur, mais les dégâts infligés ne s'élèvent qu'à 70 points. Le protagoniste la reconnaît immédiatement. C'est une mage prophète, une classe cachée qui double les dégâts des sorts d'un mage et lui donne accès à une boule de feu prophétique. Son attention se porte ensuite sur un archer et un prêtre parmi le groupe. L'archer, armé d'un arc long, est un archer à la vue perçante, bénéficiant d'attributs 2 fois supérieurs à ceux d'un archer classique et capable de tirer des flèches en rafale. Quant au prêtre, un prêtre oracle, il possède une capacité de soin 2 fois plus efficace qu'un prêtre ordinaire et commence avec une puissante compétence de soin de groupe. Pourtant, malgré les tirs incessants de l'archer et les assauts magiques de la mage, le coureur est tout simplement trop rapide, esquivant leurs attaques avec une aisance déconcertante. Le combat bascule lorsque le monstre assène un coup dévastateur à Wang Meng, brisant sa barrière sacrée et l'envoyant valser en arrière. Tandis qu'il lutte pour se relever, l'archer laisse échapper sa frustration. La vitesse du coureur rend presque impossible toute attaque à distance. Recevant les soins du prêtre oracle, Wang Meng reste déterminé. S'ils maintiennent leur stratégie, attaquer pendant qu'il encaisse les coups et que le prêtre assure le soutien, ils finiront par triompher. Du haut de son poste d'observation, le protagoniste esquisse un sourire amusé face à l'optimisme de Wang Meng. Sa stratégie pourrait fonctionner en théorie, mais ici, c'est un champ de bataille. Plus le combat s'éternise, plus le risque d'attirer des ennemis indésirables augmente. Comme pour lui donner raison, des silhouettes sombres émergent des ombres. Le protagoniste plisse les yeux alors qu'une nouvelle menace fait son apparition. Des contaminateurs. Ces monstres de niveau 2, classés dans la catégorie commune, sont recouverts d'une épaisse boue brun foncé et spécialisés dans les attaques à distance. L'expression de Wang Meng se durcit en les voyant approcher. L'un de ses coéquipiers se précipite vers lui, l'avertissant du danger imminent. Il abat une épée massive sur l'un des contaminateurs, mais, à la stupeur générale, l'attaque laisse à peine une marque, n'infligeant que 33 points de dégâts. Le protagoniste, toujours en observation, voit son intérêt s'éveiller. Cette équipe possède des professions cachées qu'il n'avait encore jamais croisées. Pourtant, malgré leur capacité unique, il semble peiner face à ces créatures. Lorsque le contaminateur riposte, il projette de sa bouche une substance gluante semblable à de la boue, immobilisant les joueurs sur place. Les coéquipiers de Wang Meng reculent avec dégoût, se plaignant de l'odeur insupportable. Paralysés, leur vitesse de déplacement tombe à 0. Pendant ce temps, un autre contaminateur prend en chasse la mage aux cheveux rouges, qui s'enfuit en panique, appelant à l'aide. À cet instant précis, le protagoniste décide d'intervenir. Sans prévenir, il disparaît du sommet de la colline. Une seconde plus tard, le monstre poursuivant la mage est décapité d'un seul coup. Wang Meng et son équipe restent figés, incapables de comprendre ce qui vient de se passer. Un contaminateur, vraiment éliminé en une seule attaque? Le corps du monstre se désintègre en butin, alors que la mage hésitante demande si quelqu'un est venu à leur secours. Libérés du piège du contaminateur, l'épéiste contemple l'exploit avec incrédulité. Même un monstre de niveau 1, de type tracker, nécessiterait normalement une attaque concentrée d'au moins 10 secondes pour être vaincu. Et pourtant, un contaminateur de niveau 2 vient d'être anéanti instantanément. Avant même qu'il ne puisse réagir, un autre contaminateur est fauché d'un seul coup. L'attaque inflige des dégâts impressionnants, 441 points en une seule frappe. Pris de panique, l'épéiste se tourne vers la mage, Lizzie, et lui demande si elle a vu l'assaillant. Mais elle secoue la tête, confuse. Wang Meng, quant à lui, retrouve rapidement son sang-froid et rassemble son équipe. Bien qu'un allié invisible leur vienne en aide, ils doivent rester concentrés et continuer à se battre. Pendant ce temps, notre protagoniste, toujours invisible, s'était silencieusement perché sur un arbre derrière Wang Meng. Tandis que l'équipe reportait son attention sur le coureur, Wang Meng nota qu'avec l'élimination des contaminateurs, leur seul ennemi restant était désormais cette créature. À cet instant, un écran système apparut devant notre protagoniste, confirmant qu'il avait éliminé 2 contaminateurs de niveau 2, lui rapportant 40 points d'expérience et 1 point d'évolution. De plus, le système l'informa qu'il avait acquis un nouveau livre de compétences, Fléchette empoisonnée, une compétence d'assassin de niveau standard. En parallèle, il avait également obtenu 8 jours de vie transférables. Observant l'écran du système, il réfléchit à l'utilité de cette nouvelle capacité. Il s'agissait d'une attaque à moyenne et longue portée infligeant des dégâts continus. Une compétence redoutablement efficace pour un assassin. Sans hésitation,
il choisit de l'évoluer immédiatement. Un nouvel écran apparut, affichant les statistiques améliorées de fléchettes empoisonnées. La compétence venait d'évoluer du rang normal au rang argent. Le système détailla ses nouvelles capacités. Désormais, la fléchette pouvait être lancée jusqu'à 14 mètres, infligeant 120 points de dégâts de base à l'impact. En plus, elle appliquait instantanément un effet de poison sur la cible, causant 50% de dégâts continus par seconde pendant 5 secondes. Bien que l'effet ne puisse pas se cumuler, la compétence ne nécessitait qu'un court temps de recharge de 5 secondes et exigeait un niveau minimum de 2 pour être apprise. Un sourire en coin apparut sur le visage du protagoniste. Avec cette capacité, il pourrait paralyser ses ennemis avant même qu'ils ne réalisent ce qui les avait frappés. Pendant ce temps, le combat de Wang Meng tournait au cauchemar. Le monstre coureur le dominait totalement, sa vitesse et sa force dépassant de loin les siennes. Alors qu'il levait son bouclier pour se protéger, les griffes acérées de la créature lacérèrent son flanc, tranchant sa chair avec une précision terrifiante. Avant qu'il ne puisse réagir, la bête frappa de nouveau. Ses serres s'enfoncèrent plus profondément dans son corps, le soulevant du sol comme une vulgaire poupée de chiffon. Son bouclier tomba au sol dans un bruit sourd, tandis qu'un cri de douleur lui échappait. Ses coéquipiers, figés d'horreur, observèrent le soigneur se précipiter pour guérir ses blessures, mais en vain. Les griffes du monstre étant toujours enfoncées dans sa chair, la magie curative n'eut aucun effet. Du sang s'écoula de la bouche de Wang Meng alors qu'il rassemblait ses dernières forces pour ordonner à son équipe de fuir. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un projectile d'une vitesse fulgurante fusa dans les airs et s'écrasa directement sur le visage du monstre avec une force dévastatrice. L'impact seul infligea 845 points de dégâts, envoyant la créature en arrière sous l'effet de la douleur. Les coéquipiers de Wang Meng restèrent pétrifiés en voyant la barre de vie du monstre de boss chuter de moitié en quelques secondes. Et pourtant, l'attaque ne s'arrêtait pas là. Le sang s'échappait de la plaie, une hémorragie incontrôlable, affaiblissant encore davantage la bête. Son corps convulsa violemment avant qu'elle ne lâche enfin Wang Meng, dont le corps meurtri s'effondra au sol. Désespéré de survivre, il tenta de ramper vers un endroit sûr. Mais le monstre continuait de hurler, son état empirant à vue d'œil. Son énergie vitale se vidait à un rythme constant de 324 points par seconde, jusqu'à ce qu'enfin, la créature s'effondre sur le sol, succombant aux dégâts implacables. À cet instant, un nouvel écran système apparut devant le protagoniste, affichant les résultats de son attaque. Les dégâts qu'il avait infligés représentaient plus de 90% de la santé totale du boss, lui accordant ainsi l'exclusivité du butin. Le système reconnut sa victoire et annonça qu'il venait abattre un boss coureur de rang bronze, lui rapportant 600 points d'expérience. Un second message le félicita pour son passage au niveau 3, lui octroyant 2 points d'évolution supplémentaires et 55 jours de vie transférables. Se tenant là, une aura de puissance tranquille émanant de lui, le protagoniste analysa les résultats du combat. Il ne s'attendait pas à ce que l'effet de dégâts continu de la fléchette empoisonnée se combine aussi bien avec son invisibilité brisée et ses mécaniques de classe. Une prise de conscience s'imposa alors à lui. En exploitant pleinement ses capacités furtives, il pouvait rester indétectable indéfiniment tout en lançant ses fléchettes empoisonnées sans interruption. Cette stratégie, songea-t-il, ferait de lui une force inarrêtable, aussi bien en début qu'en milieu de partie, assurant qu'aucun monstre ne puisse lui résister. Pendant ce temps, Wang Meng, toujours sous le choc, regardait le corps du boss se désintégrer en butin sous ses yeux. La douleur des blessures infligées par les serres de la créature était si intense, si réaliste, qu'un instant, il se demanda s'il était encore dans un simple jeu. Ses pensées furent brutalement interrompues lorsque, en un battement de cils, tout le butin disparut devant lui, arraché sous ses yeux. L'œuvre de l'insaisissable faucheur d'aura, si rapide que Wang Meng n'avait même pas eu le temps de le voir en action. Luttant pour se relever, Wang Meng baissa la tête en signe de gratitude. « Je ne sais peut-être pas qui nous a sauvés, admit-il, mais je suis reconnaissant. » Dans l'ombre, la voix du protagoniste résonna, dissimulant toujours son identité. « Tu ne devrais pas faire aveuglément confiance aux autres, avertit-il, surtout dans un endroit sauvage comme celui-ci. » Wang Meng acquiesça, assimilant la leçon. « Je comprends. Merci du rappel, répondit-il. Je ne te dérangerai pas pendant que tu vérifies ton butin. Mon nom est Wang Meng. » Il marqua une pause avant d'ajouter « Si un jour tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander. »
Pendant ce temps, ses coéquipiers encore en vie s'étreignirent, submergés par le soulagement d'avoir survécu à une épreuve aussi éprouvante. Quant à notre protagoniste, il se tenait silencieux, observant l'orbe de butin dans sa main, réfléchissant à sa prochaine action. Il reconnut que Wang Meng était non seulement un allié fiable et compétent, mais aussi une personne bénéficiant du soutien officiel de De Shao, ce qui faisait de lui un homme extrêmement bien connecté et fortuné. Cette révélation fit germer une idée dans son esprit. Il lui fallait un canal de vente stable pour écouler son équipement excédentaire et les objets dont il n'avait pas l'utilité. Activant la main de l'avarice sur le butin, une notification du système apparut devant lui, le félicitant d'avoir obtenu 3 points d'évolution ainsi que 55 jours de vie transférables. En plus de ces récompenses, il avait acquis un équipement de rang bronze, les jambières de cuir agile. Le système détailla leurs avantages. Les portées augmenteraient sa défense physique de 9 points, amélioreraient toutes ses résistances élémentaires de 5 points et réduirait son temps de recharge de 15%. La seule exigence était d'être niveau 2, un palier qu'il avait déjà dépassé. Faisant l'inventaire de ses possessions, il constata que sa récolte avait été exceptionnelle. Son sac était rempli d'équipements issus de plusieurs classes. Il décida que dès que son sac atteindrait sa capacité maximale, il retournerait à Shelltown pour échanger son surplus contre davantage de vie transférable. D'un regard froid et calculateur, il admit que sa progression actuelle dépassait de loin celle de sa vie précédente. Un sourire sinistre s'étira sur ses lèvres alors qu'il murmurait à lui-même « Song Fei recevra bientôt un ». Mais la scène bascula soudainement ailleurs. Un groupe de joueurs luttait désespérément contre des contaminateurs et des créatures du type coureur. Les monstres les submergeaient, les acculant sans répit. L'un des joueurs, voyant leur situation désespérée, hurla à ses compagnons « Fuyez! On ne tiendra pas plus longtemps !» Mais avant qu'ils ne puissent même tenter de s'échapper, leurs corps se figèrent dans une terreur absolue. Une monstruosité colossale se dressait devant eux, son apparence grotesque exsudant une aura oppressante de menace. Ils n'eurent pas le temps de réagir. D'un geste brutal, la créature projeta une partie de son propre corps comme des flèches acérées. Les projectiles transpercèrent les joueurs à une vitesse fulgurante, les abattant sur le champ. Quelques instants plus tard, les joueurs réapparurent dans le village de départ, Shelltown. Forcés de ressusciter, ils laissèrent éclater leur frustration. Certains jurèrent contre leur malchance, tandis que d'autres pestaient contre l'injustice du jeu. Pourquoi est-ce que ces foutus monstres attaquent toujours en meute? Et pourquoi ils fuient dès qu'ils sont à court de vie? C'est comme s'ils avaient une intelligence propre. L'un des joueurs leva une préoccupation encore plus pressante. Comment on est censé quitter le jeu si on n'arrive même pas à atteindre le niveau 3? Un autre lui répondit, la mine grave, on ne peut pas. Le seul moyen de sortir, c'est d'atteindre le niveau 3. Un silence pesant s'installa. Ils devaient monter en niveau, et vite. L'un d'eux suggéra alors, peut-être qu'en formant un groupe plus grand, 6 à 10 joueurs, ça nous aiderait à progresser. Mais un autre balaya immédiatement l'idée d'un geste nerveux. Mauvaise idée. J'ai déjà vu un groupe de 10 joueurs se faire massacrer par une horde de monstres. Un troisième joueur intervint, son ton encore plus sombre. Un groupe trop nombreux attire l'attention des boss. Vous voulez entendre une histoire? Ils hochèrent la tête, méfiants. J'ai vu un groupe de 40 joueurs invoquer accidentellement un boss qu'on appelle le damné. En un seul coup, il en a tué 30. Ailleurs, une jeune fille blonde et son équipe venaient également de ressusciter à Shelltown. Sur leur visage, l'angoisse se lisait clairement. Si on n'atteint pas le niveau 3, elle serra les poings, ses dents grinçant sous la tension. On restera coincé ici. Ses pensées s'emballèrent. Si on est entré dans ce jeu en s'endormant, alors seul notre esprit est ici. Un frisson parcourut son échine. Si on ne peut pas sortir, nos corps réels finiront par mourir de faim. La simple pensée de ce qui les attendait lui fit parcourir un frisson glacé le long de l'échine. L'un de ses coéquipiers, un assassin, prit la parole avec une expression inquiète, rappelant qu'ils étaient déjà morts 3 fois et qu'il leur restait moins de 10 ans de vie échangeable. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, la jeune fille blonde le coupa sèchement. D'un ton ferme, elle déclara que mourir à nouveau n'était tout simplement pas une option. À cet instant précis, le système de classement de Shelltown s'afficha au-dessus d'eux, projetant les noms des joueurs les mieux classés. Leurs yeux s'écarquillèrent sous le choc. Au sommet de la liste trônait cet énigmatique homme de l'ombre, leur protagoniste, qui avait déjà atteint le niveau 3. Derrière lui, Wang Meng et Balala peinaient encore à gravir le niveau 1. L'esprit de la jeune fille blonde s'emballa. Comment progressait-il si vite?
Il devait forcément connaître une méthode que les autres ignoraient. Une flamme de détermination s'alluma dans son regard, alors qu'elle prit une décision audacieuse. Si ce joueur mystérieux possédait un moyen d'accélérer leur montée en puissance, alors il leur fallait absolument le convaincre de les aider à atteindre le niveau 3. Serrant ses petits poings, elle donna un ordre à son équipe, répandre la nouvelle. Si l'homme de l'ombre pouvait les hisser au niveau 3 et les aider à s'échapper du jeu, elle lui offrirait personnellement 10 millions en liquide une fois de retour dans le monde réel. Un léger sourire effleura ses lèvres. Qui pourrait refuser une telle somme? La scène bascula vers le protagoniste, éliminant sans effort des monstres contaminés à l'aide de sa compétence de poison obscur. À chaque créature abattue, une notification système apparut. Il venait de terrasser un contaminé de niveau 2, gagnant 20 points d'expérience et 1 point d'évolution. Accumulant suffisamment de points, il enclencha immédiatement l'évolution de Main de l'Avarice. Un écran de confirmation surgit, déduisant 5 points d'évolution et ramenant son solde à 0. Un second écran apparut aussitôt, détaillant les améliorations. Main de l'Avarice venait de s'élever du niveau platine au niveau jade. Le système précisa les améliorations. La compétence pouvait désormais être utilisée sur les cadavres de monstres, augmentant considérablement le taux de succès d'obtention de butin supplémentaires, passant de 110% à 160%. De plus, il existait désormais une chance de 20% que la rareté du butin supplémentaire augmente d'un niveau. Observant ces changements, le protagoniste évalua le potentiel immense de cette amélioration. Une compétence capable d'accroître la rareté du butin possédait une valeur inestimable, et si cette tendance se poursuivait, l'effet pourrait atteindre des sommets encore plus élevés. Alors qu'il analysait son avantage nouvellement acquis, son attention fut soudain attirée par une présence sinistre au loin. Une silhouette grotesque et imposante se dressait devant lui. Il la reconnut immédiatement. C'était cette même entité qui avait anéanti un groupe entier de joueurs. Un battement de cœur plus tard, le système confirma son intuition. Il s'agissait d'un boss de niveau bronze, le damné. La créature était recroquevillée, absorbant avidement des amas d'énergie bleue lumineuse, vestiges des joueurs tombés sous ses griffes. En observant la scène, le protagoniste comprit rapidement que le monstre était en train d'évoluer, se nourrissant de l'énergie vitale des joueurs pour atteindre le rang de boss d'argent. À en juger par le nombre de rémanences lumineuses, il avait probablement exterminé au moins 40 joueurs. Jetant un coup d'œil à son inventaire, il fut confronté à une réalité frustrante. Son sac était déjà plein. Même s'il parvenait à abattre le monstre, il n'aurait aucun espace pour récupérer le butin. Une approche réfléchie s'imposait. Après avoir évalué ses options, il marqua l'emplacement sur sa carte. L'évolution du monstre prendrait du temps, lui laissant l'opportunité idéale de retourner à Starter Town pour se débarrasser des objets inutiles avant de revenir l'affronter. Sa décision prise, il activa compétence de l'ombre d'élite et disparut dans les ténèbres. La scène se transporta à Shelltown, un village de départ où un rassemblement de joueurs restait pétrifié face à une annonce audacieuse. Une fille aux cheveux blonds offrait 10 millions en liquide aux joueurs en tête du classement, dans l'espoir de trouver un moyen de progresser plus rapidement. Au sein de la foule, une jeune fille bouleversée éclata en sanglots, se lamentant sur le fait que des gens comme eux n'avaient aucune chance de s'échapper de ce jeu. Ses pleurs furent brusquement interrompus lorsqu'elle fut entraînée à l'écart, soulignant la brutalité de la situation à laquelle ils étaient tous confrontés. Tandis que les murmures se propageaient et que la tension montait, l'atmosphère changea soudainement. Une aura écrasante de domination s'abattit sur l'assemblée, attirant instantanément tous les regards vers l'arrivée d'un nouvel individu. C'était lui, le protagoniste. Sa simple présence dégageait une puissance brute, réduisant tout le monde au silence. Sans dire un mot, il ouvrit son interface système et navigua sans effort vers la fonction de vente. En un instant, une notification massive apparut au-dessus de lui, annonçant qu'il venait d'établir une boutique de vente d'équipements et de compétences. Le message précise également que la boutique ne restera active que 10 minutes, incitant les joueurs à agir rapidement. Assis avec un calme imperturbable, notre protagoniste expose une collection d'orbes lumineuses, les fruits de nombreuses batailles. Une vague de panique traverse les joueurs rassemblés, leur voix s'éleva dans un mélange de confusion et d'émerveillement. Certains se demandent quand il est arrivé, tandis que d'autres sont stupéfaits de le voir porter nonchalamment 2 ensembles d'équipements en bronze, tout en proposant encore d'autres objets à la vente.
Puis, la réalisation frappe lorsqu'il vérifie son pseudonyme. C'est Shadow, le légendaire joueur numéro 1. Et pourtant, malgré sa renommée, personne ne peut voir son visage. Un mystère expliqué par la fonction de dissimulation de visage du jeu. Un joueur note que, puisque l'apparence en jeu reflète les traits réels, notre protagoniste doit délibérément cacher son identité. Brisant les murmures, une femme s'avance. À en juger par sa tenue et sa silhouette, elle est sans aucun doute une mage. Sans hésitation, elle s'enquiert du prix du sort, cône de glace. Notre protagoniste répond sèchement. Cela coûte 100 jours de vie échangeables. Intérieurement, il la reconnaît comme Grey Rose, actuellement classée 11e au classement de Shelltown. Il remarque également qu'elle a activé la fonction de dissimulation de visage. Grey Rose hésite avant de tenter de négocier. Elle argumente que 100 jours, c'est excessif, et demande s'il peut baisser le prix. Mais notre protagoniste reste inflexible. Il explique que cône de glace est une compétence essentielle pour les mages, augmentant considérablement leur efficacité contre les monstres en début de partie. Vu sa valeur, 100 jours de vie échangeables sont déjà une affaire. Elle demande alors s'il accepterait de l'argent réel à la place. Mais notre protagoniste refuse. Il lui suggère que si elle possède des liquidités, elle devrait acheter de la vie échangeable à d'autres et revenir lorsqu'elle en aura assez. Après un instant de réflexion, Grey Rose se tourne vers ses coéquipiers pour avoir leur avis. 2 joueurs l'accompagnent et soutiennent rapidement sa décision. Ils reconnaissent que leur progression rapide jusqu'au niveau 2 est grâce à elle, et n'ont aucune objection à mettre leurs ressources en commun. L'un d'eux souligne qu'acquérir cône de glace leur permettrait d'atteindre le niveau 3 bien plus vite, leur donnant ainsi la possibilité de retourner à la réalité plus tôt. Certains ont des affaires urgentes à régler dans le monde réel, rendant cet investissement particulièrement intéressant. Sans plus d'hésitation, Grey Rose ordonne à ses coéquipiers de lui transférer toute leur vie échangeable, leur promettant de les rembourser en argent réel une fois qu'ils auront quitté le jeu. Se tournant de nouveau vers notre protagoniste, elle lui transfère 100 jours de vie échangeable, confirmant qu'elle est prête à acheter cône de glace. Notre protagoniste évalue rapidement la situation. Pour qu'une équipe de niveau 2 soit arrivée aussi loin, ils ont dû éliminer au moins 30 à 40 monstres trackers, ce qui signifie que leur réserve totale de vie échangeable dépasse largement 100 jours. Le système valide aussitôt la transaction, annonçant que notre protagoniste a vendu cône de glace avec succès et a gagné 100 jours de vie échangeable, faisant passer son total de 268 jours à 368. Alors que Grey Rose s'apprête à partir, une présence familière l'interrompt. Une jeune fille blonde, aperçue plus tôt, se précipite vers lui, un sourire satisfait illuminant son visage. D'un air supérieur, elle déclare qu'elle l'a enfin trouvé. Un sourire en coin, elle lui propose une offre arrogante. S'il l'aide à atteindre le niveau 3, elle lui offrira 10 millions en liquide une fois qu'ils seront revenus à la réalité. Les joueurs alentour restent bouche bée, murmurant entre eux que les rumeurs étaient donc vraies. L'idée de gagner 10 millions aussi facilement semble irréelle. Elle poursuit, se vantant de son influence. Son père, affirme-t-elle, est le président de Zong Industries, donc il n'a aucune raison de douter de sa capacité à payer. Mais notre protagoniste reste impassible. Il analyse rapidement la situation et comprend sa véritable identité. Dans sa vie passée, elle avait été la chef d'un tristement célèbre syndicat criminel, finalement démantelé par les autorités. Les rapports avaient révélé ses méthodes, attirer les joueurs avec des offres d'argent en échange de leur vie échangeable, avant de les kidnapper et de les réduire en esclavage. Ceux qui refusaient subissaient un sort bien plus horrible dans le monde réel. D'un ton glacial et sans la moindre hésitation, notre protagoniste rejette son offre et lui ordonne de dégager. Zhang Li reste figé, incapable de comprendre pourquoi quelqu'un refuserait une opportunité aussi en or. Une lueur de frustration traversa son visage alors qu'elle le mettait en garde. Malgré sa force actuelle dans le jeu, personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Elle lui assura qu'en s'alliant à elle, il pourrait vivre dans le luxe, avec des voitures, des maisons, des femmes, tout ce qu'il désirait. Mais notre protagoniste resta impassible. Si elle n'était pas venue pour acheter quelque chose, elle devait partir. Intérieurement, il connaissait la vérité. L'argent allait bientôt perdre toute valeur. Bientôt, la seule monnaie qui compterait serait la vie échangeable. L'expression de Xiang Kaili se tordit de rage. Elle explosa, le traitant d'ingrat et affirmant qu'elle lui rendait service. Elle le menaça, affirmant que si cela se passait dans le monde réel, elle l'aurait déjà remis à sa place.
Mais notre protagoniste n'avait aucune patience pour les menaces creuses. Son regard s'assombrit, et il parla d'une voix tranchante comme une lame. Il l'avertit que si elle osait prononcer un mot de plus, il s'assurerait qu'elle perde jusqu'au dernier jour de sa vie échangeable. Pour appuyer sa menace, il libéra une aura oppressante et menaçante, envoyant des frissons glacés dans le dos de ceux qui l'entouraient. Xiang Kaili et son équipe reculèrent immédiatement, leur assurance s'effondrant alors qu'ils prenaient la fuite, terrifiés. Les autres joueurs restèrent figés, perplexes, se demandant ce qui avait bien pu les effrayer à ce point. Maintenant que le tumulte était dissipé, notre protagoniste reprit ses ventes. Le système confirma une nouvelle transaction réussie. Une tunique de lumière faible venait d'être vendue, lui rapportant 19 jours supplémentaires de vie échangeable. Son total s'élevait désormais à 546 jours. Les joueurs qui avaient acheté auprès de lui s'émerveillaient de leur nouvelle force. Mais notre protagoniste avait déjà porté son attention ailleurs. Avec tout son stock écoulé, il était temps de s'occuper de ce maudit boss. Activant sa compétence de furtivité, ombre cachée, il disparut dans le néant. Alors qu'il s'effaçait de la vue des autres, il réfléchit à l'ignorance des joueurs autour de lui. À cet instant précis, aucun d'eux ne réalisait que la vie échangeable cachait une autre fonction secrète. Une vérité qui ne tarderait pas à bouleverser la réalité elle-même. Aucun d'eux ne comprenait que ce jeu, oublié des dieux, était sur le point de renverser l'ordre du monde. Tandis que les joueurs restants restaient bouche bée, se demandant s'ils avaient rêvé, notre protagoniste déclara intérieurement une vérité implacable. Les héritages qu'il chérissait tant allaient bientôt devenir insignifiants. Dans l'ère à venir, une seule chose compterait, la puissance absolue. Et ceux qui ne le comprendraient pas seraient laissés derrière, balayés par la nouvelle ère qui approchait. La scène se déplaça alors vers la jeune femme blonde et son équipe. À bout de souffle après leur fuite précipitée, la blonde déclara, furieuse, que non seulement Ombre l'avait rejetée, mais qu'il l'avait aussi menacée. Elle jura que dès son retour dans le monde réel, elle le retrouverait et le tuerait. Alors qu'elle rumine cette pensée, un homme s'approcha d'elle et se présenta sous le nom de Mao Li-jun, ou Lao Mao pour faire court. Lao Mao expliqua qu'il était actuellement au niveau 2 et prétendit connaître quelques astuces pour progresser rapidement dans ce jeu. Il demanda s'il pouvait accepter l'offre que Ombre avait refusée, 10 millions, en échange de son aide pour faire monter la blonde et son équipe au niveau 3. Méfiante, la jeune femme plissa les yeux et demanda ce qu'il entendait par « astuce ». Souriant, Lao Mao expliqua qu'il ne révélait jamais ses secrets, mais qu'il ferait une exception pour elle. Il lui confia que, dans cette situation, la meilleure stratégie pour monter en niveau était d'attribuer immédiatement tous ses points d'attribut à l'agilité. En répartissant ses 5 points dans cette statistique, sa vitesse de course maximale dépasserait légèrement celle des monstres, lui permettant potentiellement de gagner sans subir le moindre dégât. Les yeux de la blonde s'écarquillèrent sous le choc. Intérieurement, elle se traita d'idiote pour avoir placé tous ses points dans la force. Elle accepta alors la proposition de Lao Mao, mais précisa que puisqu'il n'était pas aussi fort que Ombre, elle ne lui paierait que 5 millions en espèces. Elle lui demanda s'il acceptait ces conditions. Lao Mao hocha la tête, affirmant que même à cet instant, Ombre était un être redoutable. Puis, avec un sourire énigmatique, il ajouta « Refuser une telle somme, il doit vraiment avoir un problème mental. » La scène se déplace alors vers notre protagoniste, qui vient tout juste d'arriver à l'endroit qu'il avait marqué sur la carte plus tôt. Toujours en mode furtif, il constate que le maudit monstre a déjà atteint le rang d'argent. À en juger par la brume grise qui enveloppe son corps, cela signifie qu'il est encore en train d'évoluer. Activant sa compétence de fléchette empoisonnée, il évalue que la transition du rang d'argent au rang d'or prendra au moins 7 ou 8 heures. Mais comme il n'a aucune envie d'attendre, il tire immédiatement une fléchette sur le maudit monstre. Le premier coup inflige une énorme quantité de dégâts, 659 points. Cela est dû à son attaque furtive. Puis la fléchette empoisonnée commence à infliger des dégâts supplémentaires chaque seconde, à raison de 219 points par seconde. Sans perdre un instant, notre protagoniste bondit sur le monstre en activant sa compétence d'image latente. Il réfléchit rapidement. La santé de ce boss de rang argent est environ 2 à 3 fois supérieure à celle d'un monstre de rang bronze. Mais soudain, le monstre commence à accumuler une immense quantité d'énergie magique entre ses mains, la sphère de mana devenant de plus en plus massive. Le protagoniste sait qu'il doit frapper encore 2 ou 3 fois avec sa compétence de fléchette empoisonnée pour l'achever. Cependant, en un instant, le monstre déchaîne son attaque,
ravageant toute la zone environnante. Il comprend alors que ce maudit monstre est un boss de type magique, dont la plupart des compétences sont des attaques de zone causant d'importants dégâts d'un seul coup. Dès qu'il a lancé sa fléchette empoisonnée, il s'est immédiatement replié, parvenant tout juste à sortir de la zone d'impact. Toujours invisible, il réalise que, compte tenu de sa santé et de sa défense actuelle, il n'aurait eu aucune chance s'il avait encaissé l'attaque de plein fouet. Alors que le combat continue, le monstre commence à charger une nouvelle attaque dévastatrice, son corps se tournant lentement vers le protagoniste. Mais ce dernier reste calme, se déplaçant avec agilité sur le champ de bataille, gardant un œil attentif sur le temps de recharge de ses compétences. Son habilité ombre cachée n'est pas encore disponible. Il sait qu'il doit patienter jusqu'à ce que le boss expose une faille. Le plan est simple, attendre l'ouverture parfaite, frapper avec précision et disparaître avant que le monstre ne puisse répliquer. Quelques instants plus tard, la créature vacille, brièvement distraite. C'est le moment. Sans hésitation, il surgit en avant, activant à nouveau sa fléchette empoisonnée. L'attaque touche sa cible avec précision, infligeant 659 points de dégâts. Presque instantanément, l'effet du poison se déclenche, drainant la santé du monstre à un rythme constant de 219 points par seconde. Réalisant qu'il est en grave danger, le boss tente de fuir, mais notre protagoniste ne compte pas le laisser s'échapper. Il le traque sans relâche, son regard froid et calculateur. Le monstre vacille, à bout de force. Son ultime tentative de retraite est vaine. Face à une lutte aussi misérable, abandonner aurait été bien plus simple. Dans un flou de mouvements, le protagoniste disparaît pour réapparaître au sommet de la tête du monstre. Dans un geste brutal, il l'écrase violemment contre le sol. Le système confirme instantanément sa victoire. Il a vaincu le maudit monstre, un boss redoutable de rang argent. Une avalanche de notifications s'affiche devant lui. 1800 points d'expérience gagnés, propulsant son niveau de 3 à 5 d'un seul coup. En prime, il reçoit 4 points d'évolution et un butin inattendu. 124 jours de vie échangeables. Il ne peut s'empêcher de rire. Un seul boss lui a permis de monter 2 niveaux et de gagner une précieuse réserve de points d'évolution. Alors que le corps du monstre vaincu se désintègre en butin, il active la version évoluée de sa compétence, Man d'Everest. L'air semble vibrer alors qu'un écran du système apparaît, confirmant le processus de récupération du butin. La récompense dépasse ses attentes. Encore 4 points d'évolution, ainsi que 124 jours supplémentaires de vie échangeables. Son butin est ainsi doublé, ce qui lui arrache un sourire satisfait. 2 bonus supplémentaires dès le départ. Pas mal du tout. Après un rapide calcul, il réalise que ce boss de rang argent lui a rapporté un total de 12 points d'évolution et 372 jours de vie échangeables. Mais alors qu'il prend à peine le temps de digérer ces gains impressionnants, une nouvelle notification du système apparaît. Un bonus inattendu vient de lui être attribué. L'effet secondaire de la main de l'Everest s'était activé, améliorant l'un de ses objets pillés, passant de rareté argent à or. Il observa la notification avec curiosité. Un objet de niveau or était tombé. Pas étonnant que la main de l'Everest soit classée parmi les compétences de niveau jade. Elle avait le pouvoir d'améliorer le butin au-delà de sa rareté d'origine. Son attention se porta sur les objets éparpillés autour de lui. 7, peut-être 8 équipements étaient tombés, mais son sac à dos ne disposait que de 10 emplacements libres. Il soupira. S'il devait faire des allers-retours à chaque fois qu'il abattait un boss, ce serait une perte de temps énorme. Idéalement, cette fichue créature aurait pu laisser tomber une bague de stockage ou quelque chose du genre. Ça lui aurait facilité la tâche. Juste au moment où il s'apprêtait à examiner un objet particulier parmi le butin, la scène changea brusquement pour revenir à la ville de départ. Là-bas, la mage de l'équipe de Wang Meng réapparut dans un éclat de lumière, son visage s'illuminant de soulagement. Elle était enfin de retour, et tout cela grâce à Wang Meng. Tandis que le reste de l'équipe suivait, ils exprimèrent leur gratitude, reconnaissant que sans le leadership de Wang Meng, ils n'auraient jamais atteint le niveau 3 et ne seraient pas revenus en vie. Mais Wang Meng balaya leurs éloges, insistant sur le fait que leur progression était avant tout le fruit d'un effort collectif. Pourtant, la mage ne pouvait s'empêcher d'éprouver un léger regret. Elle soupira, déplorant le fait de ne pas avoir pu ajouter ce grand gaillard en ami avant de quitter le donjon. Peut-être, songea-t-elle, est-ce parce qu'elle était couverte de boue à ce moment-là. Son coéquipier, amusé, lui lança un sourire taquin, affirmant que dans sa nouvelle tenue toute propre, elle était resplendissante. Sûrement, ce mystérieux joueur ne la repousserait plus cette fois.
Alors qu'ils discutaient, une annonce système retentit soudainement dans toute la ville. Le classement venait d'être mis à jour. Shadow avait atteint le niveau 5. La nouvelle se propagea comme une onde de choc parmi les joueurs et dans toute la ville. Quelqu'un lâcha incrédule. Comment diable Shadow a-t-il pu passer du niveau 3 au niveau 5 aussi rapidement? La seule explication plausible, il avait dû abattre un puissant boss. Un autre joueur intervint, affirmant que, même pas 10 minutes plus tôt, il avait vu Shadow vendre tranquillement des équipements sur la place du marché. Et maintenant, ça. Dans un élan de désespoir, un joueur s'écria, mi-sérieux, mi-plaisantin. « Ma petite sœur vient d'avoir 18 ans. Si Shadow pouvait s'intéresser à elle, ce serait un coup de maître pour notre famille. Après tout, avec l'aide de Shadow pour monter de niveau, tout changerait. » Ses amis le firent taire immédiatement. « Tu plaisantes ?» Shadow est du genre à ne même pas cligner des yeux devant 10 millions en liquide. Tu crois vraiment qu'un simple arrangement suffirait à l'intéresser? Pendant ce temps, dans le camp de Wang Meng, l'équipe commençait à paniquer. Ils venaient tout juste de célébrer leur passage au niveau 3, pour finalement se rendre compte que Shadow les avait déjà laissés loin derrière. Mais Wang Meng, lui, resta calme. Il leur ordonna de mettre ses inquiétudes de côté. Ils devaient se déconnecter, retourner à la réalité et prévenir leurs familles et amis de l'horreur que cachait ce jeu. Leurs corps commencèrent à s'estomper tandis que le système confirmait leur processus de déconnexion. Les dernières paroles de Wang Meng furent lourdes de sens. Si le monde plonge réellement dans le chaos, alors la moindre des choses est de préparer nos proches à ce qui nous attend. La scène changea une nouvelle fois, basculant cette fois dans le monde réel. Les yeux de Wang Meng s'ouvrirent brusquement. Presque aussitôt, une voix s'éleva, alertant le capitaine. Car Wang Meng n'était pas un simple joueur, il était policier. Ses collègues se précipitèrent vers lui, visiblement secoués. L'un d'eux avoua qu'ils avaient été profondément inquiets. Son corps avait commencé à devenir translucide alors qu'il était inconscient. La vérité effrayante était désormais évidente. Si un joueur mourait dans le jeu ou perdait toute sa vie, il ne se contentait pas de se déconnecter. Il était tout bonnement effacé du monde réel. Mais il n'y avait pas de temps pour encaisser cette révélation. Wang Meng se redressa d'un bond et lança un ordre à voix haute. « Que tout le monde se rassemble. Il s'est passé quelque chose de grave. » Alors que la caméra reculait, un détail devenait limpide. Il se trouvait dans un hôpital, et les enjeux étaient bien plus grands que quiconque ne l'avait imaginé. L'histoire se poursuit à l'intérieur d'un poste de police où une discussion sérieuse est en cours. Une voix autoritaire traverse la pièce, interrogeant Wang Meng à propos de son rapport. Selon lui et son équipe avaient formé un groupe, et de manière remarquable, chaque membre possédait une profession cachée, un avantage considérable dans le jeu. Et pourtant, malgré cela, ils ont failli être totalement anéantis par un seul monstre. Ce n'est que grâce à un joueur inconnu, Shadow, qu'ils ont été sauvés à la dernière seconde. Wang Meng confirme que tout ce qui est mentionné dans son rapport est exact. Il développe ensuite les progrès stupéfiants de Shadow. Lorsque ce dernier est intervenu, il n'était encore qu'au niveau 3. Pourtant, au moment où Wang Meng et son équipe ont atteint ce même niveau, Shadow était déjà passé au niveau 5. Un bond de 2 niveaux, totalement inédit. Cette révélation suscite l'inquiétude chez les officiers de plus haut rang. L'un d'eux pose alors la question évidente. Cela signifie-t-il que Shadow est désormais le joueur le plus puissant du monde? Comment a-t-il pu monter de niveau aussi rapidement? Les spéculations commencent, et Wang Meng avance une hypothèse. Peut-être a-t-il vaincu un boss de très haut niveau ou accompli quelque chose d'aussi extraordinaire. Un autre officier, intrigué par les détails, souligne une incohérence étrange. D'après le récit de Wang Meng, Shadow était déjà au niveau 3 lorsqu'il les a secourus. Si tel est le cas, pourquoi n'est-il pas sorti du jeu comme les autres? Serait-ce parce qu'il n'avait ni famille ni amis proches qui l'attendaient dans le monde réel? Aucun motif de retour? Wang Meng admet qu'il n'a aucune information concrète sur Shadow ou sur sa véritable identité. À ce moment-là, une officier intervient avec une théorie audacieuse. Elle suggère que Shadow pourrait être un transmigrateur, l'un de ces rares individus qui semblent surgir de nulle part, gagnant en puissance comme s'ils étaient destinés à devenir des êtres d'exception. Elle fait remarquer que les transmigrateurs sont souvent orphelins, ce qui pourrait expliquer pourquoi Shadow n'est jamais retourné à la réalité. Sa supposition plonge la salle dans un silence stupéfait. Réalisant la portée de ses propos, elle rougit de gêne. L'officier supérieur, peu impressionné, l'appelle par son nom, NU, et lui ordonne de ne pas plaisanter pendant une discussion aussi sérieuse. Il rejette sa théorie, insinuant qu'elle lit bien trop de romans.
Toutefois, revenant au sujet principal, l'officier partage une information capitale. Selon des rapports classifiés provenant des hautes sphères, des chercheurs ont détecté un schéma inquiétant. De nombreuses personnes âgées meurent mystérieusement dans leur sommeil. En croisant ces données avec celles des joueurs revenus du jeu oublié des dieux, une conclusion terrifiante a été tirée. Ceux qui sont morts dans leur sommeil avaient également trouvé la mort à plusieurs reprises dans le jeu. Cette révélation confirme une vérité effroyable. Si l'espérance de vie d'un joueur tombe à 0 dans le jeu, il ne meurt pas seulement là-bas. Il meurt aussi dans la réalité. Un des officiers exprime son inquiétude, qualifiant le jeu oublié des dieux d'anomalie, quelque chose qui dépasse largement leur compréhension actuelle. Le chef des officiers acquiesce, suggérant qu'ils assistent peut-être à une invasion par des entités venues d'une dimension supérieure encore inconnue. Les implications sont vertigineuses, et un lourd silence s'abat dans la pièce, alors que cette possibilité s'enracine dans les esprits. Sans perdre une seconde, le chef passe aux mesures urgentes. Il informe l'Assemblée que les plus hautes autorités, probablement le gouvernement, ont émis une directive d'urgence. Chaque officier devra former une équipe d'avant-garde selon sa localisation et pénétrer dans le jeu oublié des dieux pour y récolter un maximum d'informations. Ce n'est plus seulement une affaire de police. Le gouvernement tout entier se mobilise dans le but de créer une force professionnelle spécialisée pour faire face à cette crise sans précédent. Il insiste sur l'ampleur mondiale de la situation. Chaque nation se précipite pour explorer et comprendre cette nouvelle réalité, et prendre du retard dans cette course reviendrait à perdre de l'influence sur la scène internationale. Pour garantir la sécurité nationale, il faut obtenir des informations à tout prix. Sur ces mots, le chef annonce sa décision. Il sera nommé capitaine de l'équipe 1. Sans la moindre hésitation, elle accepte ce rôle. Wang Meng est désigné comme vice-capitaine de NU, et tous deux reçoivent l'autorisation de choisir eux-mêmes leurs coéquipiers. Wang Meng acquiesce, conscient du poids de leur mission. L'officier en chef reporte alors son attention sur Shadow, ce joueur énigmatique que Wang Meng a rencontré. D'après son témoignage, Shadow ne semble ni malveillant, ni animé de mauvaises intentions. Fort de cette impression, l'officier donne un ordre direct. Nu et Wang Meng doivent tenter de gagner sa confiance. Leur objectif est clair, découvrir qui se cache réellement derrière Shadow et établir avec lui une collaboration. Il précise ensuite pourquoi Nu a été placé à la tête de cette mission. Sa connaissance approfondie des jeux vidéo et des récits de fiction fait d'elle la plus qualifiée pour percer les mystères entourant Shadow, dont les compétences et les actions paraissent presque surnaturelles. L'officier espère sincèrement que Nu et Wang Meng réussiront à faire de lui un allié, un représentant capable d'agir à l'intérieur du jeu en leur nom. S'ils y parviennent, ils obtiendront des informations cruciales, susceptibles de leur offrir un avantage stratégique. Quant aux autres officiers de police, leur mission principale reste de maintenir l'ordre public et d'éviter toute forme de panique. Sur ces dernières consignes, la réunion prend fin. Le soleil décline lentement, baignant la ville d'une lumière dorée, tandis que les agents se préparent aux épreuves à venir. Le lendemain, le décor change. Dans une salle de classe de lycée, la petite sœur du protagoniste est assise à son bureau, plongée dans ses pensées. Autour d'elle, les élèves discutent avec animation des derniers événements. Non loin de là, un petit groupe échange à voix basse une nouvelle surprenante. Shang Wei, cet élève dont le corps avait commencé à disparaître, a non seulement atteint le niveau 3 dans le jeu, mais il a aussi réussi à s'en déconnecter sain et sauf. Une des filles révèle alors un détail essentiel. Selon Shang Wei, si plusieurs personnes d'un même quartier s'endorment en même temps, elles seront transportées dans le même village de départ du jeu. Cette révélation provoque un mélange d'excitation et d'inquiétude chez les élèves. Une autre fille, visiblement alarmée, déclare que ce n'est pas possible. Elle doit absolument rentrer chez elle et faire entrer ses parents dans le jeu. Ces derniers n'ont aucune expérience en la matière, et elle craint que quelque chose de grave leur arrive s'ils plongent dans cet univers sans préparation. Un autre élève n'est pas d'accord. Selon lui, il est trop tôt pour mêler leur famille. Ils doivent d'abord devenir plus forts pour pouvoir les protéger le moment venu. Pendant ce temps, la petite sœur du protagoniste fixe son téléphone, l'esprit agité. Une frustration tenace monte en elle. Pourquoi son frère ne lui a-t-il toujours pas envoyé de message? Avec un événement aussi colossal que le jeu oublié des dieux en cours, elle s'attendait au moins à quelques mots de sa part. Mais rien. Pas de nouvelles. Pas même un mot d'excuse pour lui avoir donné un coup. Ce n'est pas dans ses habitudes.
Avant, même lorsqu'il se disputait ou qu'elle le poussait à bout, il trouvait toujours un moyen de faire la paix. Mais aujourd'hui, silence complet. Aucune tentative de réconciliation. Même leurs parents ne l'avaient jamais touchée. Et lui, son propre frère, avait levé la main sur elle. Encore fâchée, elle essaie de se convaincre qu'elle n'a rien fait de mal. Tout ce qu'elle avait fait, c'était sécher les cours pour aller voir le concert de Song-fi. Est-ce que c'était vraiment si grave? Elle boude, déterminée à ne pas lui pardonner tant qu'il ne l'aura pas appelé et ne se sera pas excusé au moins 1000 fois. Son irritation s'efface peu à peu, remplacée par une joie débordante, tandis qu'elle repense à Song-fi. Finalement, c'était une bénédiction d'être allé le voir la veille. Une fois que le jeu oublié des dieux prendra totalement le contrôle, elle n'aura peut-être plus beaucoup d'occasions d'assister à ses concerts. Un air rêveur s'empare d'elle alors qu'elle revit la soirée passée, ce moment magique où elle se tenait si proche de lui pendant sa performance. L'image de Song-fi sur scène s'impose à son esprit, et elle fond littéralement en mode fan absolu, émue par son charisme et son talent. Mais soudain, une réalisation la frappe. Si tout le monde entre dans le monde du jeu en dormant, alors cela signifie que Song-fi y entrera aussi. Son visage devient écarlate rien qu'à l'idée de le croiser dans cet univers virtuel. Serait-ce sa chance? Le destin allait-il enfin les réunir? Son cœur s'emballe à cette pensée. Tandis qu'elle se prépare fébrilement à s'endormir, un détail lui revient en mémoire. Shang Wei avait atteint le niveau 3 à une vitesse incroyable, ce qui signifiait probablement qu'il était déjà un expert. Si elle voulait profiter pleinement de son temps dans le jeu, elle devait recevoir de bons conseils. Sans perdre une seconde, elle envoie un message à Shang Wei, lui demandant s'il a des stratégies utiles à partager avant son entrée dans le monde virtuel. La scène bascule vers Shang Wei, entouré de ses camarades de classe, au moment où il reçoit son message. Il jette un œil à son téléphone, un sourire en coin se dessinant sur son visage. Intérieurement, il savoure la situation. Qui aurait cru qu'une déesse comme la petite sœur du protagoniste viendrait un jour lui demander des conseils? Pour lui, c'est une opportunité en or, un signe du ciel. C'est sa chance. Peu importe ce que cela signifie exactement. Sans attendre, Shang Wei lui répond avec assurance. Elle s'est adressée à la bonne personne. Il lui révèle alors un secret crucial concernant le jeu. Au départ, elle doit placer tous ses points d'attribut dans l'agilité. Sinon, elle ne sera pas assez rapide pour fuir les monstres et mourra en boucle. Un peu sceptique, elle lui demande si cela s'applique même en choisissant une classe de type mage. Shang Wei la rassure. Oui, ça s'applique aussi. L'agilité n'est pas inutile pour les mages, lui explique-t-il. En réalité, elle augmente la vitesse d'incantation, ce qui est vital lors des premières étapes du jeu. Encore prudente, elle insiste. Et si elle perd malgré tout, même avec une haute agilité? Shang Wei la tranquillise aussitôt. Tant qu'un joueur de leur village atteint le niveau 5, la formation de téléportation du village s'activera, reliant tous les villages de départ. Une fois cela fait, elle n'aura qu'à rejoindre un groupe au hasard pour monter en niveau. Et dès que le cercle de téléportation sera actif, il viendra la chercher. En entendant cela, elle est immédiatement ravie. Allongée sur son lit, elle sourit intérieurement. Les simples d'esprit comme Shang Wei sont vraiment utiles. En un éclair, elle a déjà trouvé quelqu'un pour la porter. Alors que le sommeil l'envahit peu à peu, une dernière pensée lui traverse l'esprit. C'est parfait. Elle entrera dans le jeu avant son frère, grimpera les niveaux rapidement, deviendra plus forte. Et quand viendra le moment pour lui de rejoindre l'aventure, elle s'assurera qu'il galère. Pas de coup de main, pas de raccourci. Il devra se débrouiller seul. Satisfaite de son plan, elle sombre dans le sommeil, impatiente de découvrir ce qui l'attend. La scène revient dans le jeu, où le protagoniste se tient devant les restes du combat, observant les trésors laissés par le monstre boss vaincu. Parmi les objets éparpillés, une orbe lumineuse attire son regard. Lorsqu'il tend la main pour la ramasser, une notification du système apparaît. Il a obtenu l'anneau maudit, un objet de rang or. Le système détaille ses attributs. Utilisable par toutes les classes, il offre un bonus de 8 points à tous les attributs, augmente la résistance aux éléments obscurs de 26 points et renforce les attaques sur les points faibles à hauteur de 1,5 fois. Toutefois, il faut être au minimum niveau 4 pour pouvoir l'équiper. En analysant les avantages de l'objet, le protagoniste comprend rapidement que le gain total de 32 points d'attributs équivaut à 3 montées de niveau. De plus, la résistance accrue aux ténèbres sera précieuse contre de nombreux ennemis. Et le multiplicateur d'attaque sur les faiblesses offre un avantage décisif. À ses yeux,
l'anneau maudit devient un atout stratégique pour la suite de son aventure. Mais avant qu'il ne puisse savourer pleinement cette découverte, une autre notification du système surgit. Il a acquis une nouvelle compétence, frappe fantôme instantanée, une capacité de type assassin de rang argent. Le système en détaille le fonctionnement. Une fois activée, la compétence déclenche une série de coups dans une direction, atteignant jusqu'à 15 mètres. Elle accorde également une invincibilité temporaire de 5 secondes, frappant tous les ennemis sur une largeur de 2,1 mètres à 3 reprises. Chaque coup inflige 100 points de dégâts et est considéré comme une attaque dans le dos, bien qu'il ne vise pas les points faibles. En découvrant le potentiel de cette capacité, le protagoniste comprend qu'il tient là une attaque de zone redoutable, avec en prime l'avantage d'une brève invisibilité. Sans perdre une seconde, il apprend immédiatement la nouvelle compétence. Il lui reste encore des points d'évolution, alors il choisit de renforcer l'une de ses capacités principales, Main d'avarice. Le système déduit aussitôt 8 points d'évolution, faisant passer la compétence du rang jade au rang diamant. Les effets de Main d'avarice sont considérablement améliorés. La probabilité d'obtenir un butin supplémentaire après avoir vaincu un monstre passe de 160% à 220%, et la chance que ce butin soit amélioré d'un niveau grimpe de 20 à 40%. En analysant cette amélioration, le protagoniste calcule qu'avec ce boost, il recevra désormais 2 objets par ennemi, rendant chaque élimination 3 fois plus rentable. Ne souhaitant pas gaspiller les points d'évolution restants, il décide d'améliorer Frappe de l'ombre instantanée de 3 niveaux supplémentaires. Le système prélève 3 points, ne lui en laissant plus qu'un seul. La compétence évolue rapidement. Elle passe du rang argent au rang or pour finalement atteindre le rang platine. La technique éclair dans une seule direction subit une mise à niveau notable. Sa portée d'attaque passe de 15 à 21 mètres, lui offrant une meilleure allonge. La durée d'invisibilité augmente de 5 à 7 secondes, offrant une fenêtre d'invulnérabilité plus longue. Le nombre de frappes passe également de 3 à 5, frappant tous les ennemis présents dans un rayon élargi de 3,1 mètres. Le temps de recharge est légèrement réduit, passant de 12 à 10,43 secondes, rendant la compétence un peu plus efficace, bien qu'elle nécessite toujours une utilisation stratégique. Mais surtout, chaque coup inflige désormais 200 points de dégâts, doublant sa puissance initiale. De plus, chaque frappe est automatiquement considérée comme une attaque par derrière, garantissant ainsi l'activation de l'effet de compétence associé, même si elle ne peut toujours pas cibler les points faibles. En évaluant ces améliorations, le protagoniste constate que, même si le délai de récupération reste relativement long, la capacité de cette compétence à offrir une invisibilité continue peut être exploitée pour prendre l'avantage au combat. Il se tourne ensuite vers le butin restant. Rapidement, il identifie que la majorité est sans valeur, de simples babioles inutiles. Cependant, un objet attire son attention. Un livre de compétences de guerrier, de rang argent, rugissement de bataille. Conscient de sa valeur, il sait qu'en le vendant, il pourra obtenir davantage de jours de vie échangeables. Alors qu'il termine son évaluation, un mouvement soudain capte son regard. Il se retourne, aperçoit 3 créatures massives fonçant droit sur lui. Sans hésiter, il les identifie. Des rampants à membres de niveau 4, des monstres grotesques et prédateurs. Plutôt que d'être intimidé, il y voit l'occasion rêvée de tester la véritable puissance de sa compétence fraîchement améliorée. Sans attendre, il active Frappe de l'ombre instantanée. Son corps devient flou et une rafale de frappes et précises s'abat sur les créatures, les découpant sans effort. Les rampants à membres sont littéralement déchiquetés avant même d'avoir pu réagir. Alors que la poussière retombe, une notification du système s'affiche, confirmant leur défaite. Le système enregistre instantanément sa victoire, lui attribuant 80 points d'expérience et 5 jours de vie échangeables supplémentaires. Debout au milieu du carnage, une aura sombre et menaçante émane du protagoniste. Calme, il réfléchit à la puissance qu'il vient de libérer, conscient que son efficacité dans l'élimination des ennemis vient de franchir un nouveau palier. Une stratégie se forme peu à peu dans son esprit. Combiner fléchette empoisonnée avec frappe de l'ombre instantanée pour vaincre ses ennemis avant même que le combat ne commence réellement. Il vérifie son nombre actuel de jours de vie échangeables, 618. Mais pour pouvoir transférer ses compétences et équipements du jeu vers le monde réel, il lui en faut au minimum 900, environ 2 ans et demi. Avec cet objectif en tête, il élabore son prochain plan. Première étape, vendre tous les objets de valeur stockés dans son inventaire. Si tout se passe bien,
il atteindra peut-être le seuil requis plus rapidement que prévu. Et une fois qu'il atteindra le niveau 10, il pourra enfin franchir la frontière entre le virtuel et la réalité. À bientôt pour la suite.